Donc l'objectif ce serait comprendre qu'est-ce qu'une API, quel usage et changer sa vision. Parce que dans l'API, il y a un aspect purement technique de l'API. Je sais pas si. Est-ce que des gens savent ce que c'est réellement qu'une API? Non. Vous êtes tous là parce qu'on vous en parle tout le temps, mais vous ne savez pas ce que c'est vraiment. Donc ça, c'est l'idée qu'il va y avoir un petit côté théorique et technique, mais après on va très vite passer sur, en fait, la vraie raison de l'API, c'est qu'il y a eu une évolution du marché, il y a eu des nouveaux usages qui sont apparus, et il y a eu surtout des nouveaux modèles économiques qui ont émergé dans les années 2000 et qui ont amené au format de l'API. En fait, l'API n'a rien transformé, c'est pas une nouvelle technologie, l'API. C'est un truc qui existe depuis très longtemps. C'est juste qu'à un instant, dans les années 2000, il y a eu un moment donné où le marché, l'évolution du mode de facturation a fait écho à cette nouvelle méthode de pensée. C'est plus un paradigme en fait, c'est plus une manière, une philosophie de construire sa boîte et qui a émergé au sein des États-Unis. Et après, c'est arrivé à Silicon Valley, c'est arrivé peu à peu chez nous. Donc il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les API, il y a pas mal d'isbrouf et de tout le monde. Voilà, c'est un peu la mode. Donc on va essayer de comprendre ces deux aspects-là, le contexte dans lequel c'est apparu, et après techniquement réellement ce que c'est. Ok? Est-ce que quelqu'un serait capable de me définir un tout petit peu ce que c'est qu'une API? Même avec les mots les plus simples, ou juste une toute petite partie de ce que ça pourrait être dans l'ensemble. C'est un connecteur? Une base de données? Une base de données? Un connecteur? C'est le lien entre un ordinateur et une base de données. Ouais. Non, bah oui, ça aurait fait. Si ouais, ça peut marcher. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom d'une API connue? Google Maps. Ah. D'accord, Google Maps. Et donc si on regarde Google Maps, qu'est-ce que c'est qu'une API? Si on regarde l'API dans le sens Google Maps, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Google Maps? C'est une application. Forcément, par exemple, si tu mets un petit... imaginons Google Maps dans sa version, vous mettez sur votre site internet une Google Maps, vous avez foutu une pin où se situe votre bureau. Ça, qui l'a fait sur son site? Qui a déjà vu ce truc-là? Quand on va dans la partie contact ou à propos d'une startup, on voit une petite Google Maps, parce que quand on va sur Google Maps, on peut faire exporter en iframe, et après on peut mettre sur son site. Okay, si on regarde ça, réellement, ça en soi, c'est une API. Ça veut dire, si on regarde ce truc-là, c'est avoir la possibilité de mettre sur son propre site internet des fonctionnalités que vous ne maîtrisez pas. Et c'est en ce sens que tu parles de connecteur. Ou pas? Ah, ça tombe bien. Donc c'est un peu ça l'API. Et il y avait la notion de base de données. C'est fait que tu puisses taper dans quelque chose qui ne t'appartient pas pour récupérer l'info et après la transformer. Ou pas. Tout à fait. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais comment fonctionne Google au niveau de Google Maps derrière? Non plus. C'est-à-dire que tu peux mettre sur ton site quelque chose, mais tu ne sais pas du tout comment ça s'est formalisé. Tu ne connais pas leur base de données, parce qu'il y avait la notion de base de données, je ne sais plus qui l'a dit. Okay. Et ben, cette notion de base de données, c'est en ce sens que c'est vrai, Google Maps c'est un service qui est hyper spécialisé dans l'affichage de cartographie et d'images, des choses comme ça. Mais en fait, la plupart du temps, les API sont liées plutôt à la notion plus large de base de données, et en soi, des localisations sur une carte et la longitude-latitude, c'est des données. Donc c'est l'accès sur mon site internet à une base de données tierce, dont je ne connais pas du tout le fonctionnement interne. Et pour autant, je peux en utiliser certaines fonctionnalités. Ça vous va pour l'instant? Ok. Alors, on en revient un tout petit peu à ce qu'on a fait la dernière fois, on va aller hyper speed parce qu'à chaque fois je me fais avoir par le cours de yoga qui est après. De yoga, de méditation. On va aller hyper rapidement parce qu'il me faudra un peu 2 heures pour le faire. On a 3 éléments essentiels dans un système informatique ou tout site internet que vous allez faire. Ce qu'on appelle le client. C'est l'ordinateur, on va dire c'est un support d'affichage. Et après on a le serveur. Ok? Et là, cette zone ici, c'est ce qu'on appelle Internet. C'est juste ça, Internet. Okay. Et on a dans le serveur 2 aspects qui sont tout le temps là, ou pas. On a soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est ce qu'on appelle la logique et le fonctionnel. C'est ce qu'un développeur code, c'est le code source. C'est comment on traite les données, comment on récupère les données, comment on les transforme, comment on les fout dans la base, comment on les récupère, comment on les redonne. C'est tout ce truc-là.
c'est un algorithme de temps de parcours pour gérer des livreurs, c'est le système de marketplace pour redistribuer par commission entre machins. Ça, c'est ce qu'on appelle la logique. Et on a la donnée. C'est un tableur Excel au sein de la base de données. Enfin, une base de données, c'est un tableur Excel, en effet. Hein, et il y a des lignes qui se remplissent. C'est la mémoire. C'est une fois qu'on a fait tous ces calculs, bah, pourquoi pas les stocker? Genre les utilisateurs. Pour éviter qu'un utilisateur doive recréer un compte à chaque fois, bah, on va lui créer un compte. Il faut bien stocker quelque part, parce que son compte, c'est un email plus un mot de passe. Et donc ça se met dans la base de données. Mais il y a des serveurs qui font que la partie logique et fonctionnelle. C'est que du calcul. Par exemple, Google Maps. Google Maps propose un service qui s'appelle le geocoding et qui permet d'envoyer une adresse, 34 rue des Martyrs, et en échange, 34 de Martyrs, 75 009 Paris. Et en échange, ils vous renvoient un tableau très précis avec marqué numéro de rue, 34 rue des Martyrs, commune Paris, région Île-de-France, pays France, extension numéro de téléphone. Et en fait, ils vous restructurent. Vous pouvez envoyer une adresse dans tous les sens. Ils retrouvent, grâce à une méthode d'analyse sémantique, d'espace et des choses comme ça, ils vous retrouvent exactement en fait, toutes ces infos-là. Donc là, c'est un peu du module de transformation. C'est là vous envoyez quelque chose, ils vont le transformer. Évidemment, eux, ils ont une base de données derrière, de toutes les adresses existantes, comme ce que fait la Poste et des choses comme ça. Okay, mais donc, c'est tout le système informatique aujourd'hui, toutes les startups que vous faites aujourd'hui fonctionnent sur ces trois aspects-là. Vous avez forcément ces trois trucs. Support, c'est site internet, application mobile, toutes ces choses-là. Logique fonctionnelle, c'est codé en PHP, Ruby, JavaScript, pour Node, Ruby on Rails, ou PHP, c'est du Symfony, du WordPress, quelque chose comme ça. Base de données, la plupart du temps, vous utilisez du MySQL. Je ne sais pas si vous avez déjà configuré un serveur WordPress ou des choses comme ça. Du MySQL ou du NoSQL, quand vous faites... là, on va un peu trop. Vous utilisez la plupart du temps du MySQL. WordPress, c'est du MySQL. La logique fonctionnelle dans WordPress, c'est le WordPress en tant que tel. Et le front, pour un site internet sous WordPress, c'est un site internet. Donc, quel est le support d'affichage? On l'a vu la dernière fois, le navigateur. Ça vous va pour l'instant sur cette structure-là? C'est important de l'avoir en tête pour comprendre ce que c'est que réellement une API. Donc là, on l'a, c'est ce que j'ai mis, le navigateur internet, le framework CMS langage, on n'avait pas pu l'aborder la dernière fois, mais on en reparlera un jour, sûrement. Et MySQL. Après, ça, c'est un peu les langages, c'est ce qu'on appelle des protocoles. Là, on utilise le HTTP, on l'a vu la dernière fois, Hypertext Protocol. Et on utilise le SQL pour communiquer. Voilà. Ça, c'est un peu, je vous fais rapide parce que c'est pas véritablement le sujet d'aujourd'hui. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une API? Donc, vous n'avez pas su forcément me répondre parce que vous connaissez pas forcément. Une API est une façade clairement délimitée par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. L'objectif est de fournir une porte d'accès à des fonctionnalités, à une fonctionnalité ou plusieurs, en cachant les détails de sa mise en œuvre. Donc là, vous avez exactement ce que c'est qu'une API. C'est juste ça. Après, je vous donnerai le doc, hein, vous avez tout pour retaper les trucs. Mais... Donc, on doit retenir deux choses de cette phrase-là. C'est une façade. L'objectif d'une API, c'est très clairement de planquer, de mettre en arrière la manière dont ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis une startup qui a développé un service super intéressant, mais j'ai développé en PHP. Et je dois m'interconnecter avec les pages jaunes qui veulent récupérer automatiquement la liste, je sais pas, des marchands que j'ai dans ma plateforme. Eux, ça se trouve, ils développent en Ruby. Un total autre langage. Le problème qui va se retrouver, c'est s'ils doivent s'interconnecter avec moi, ou si un jour je change la manière dont j'ai structuré ma base de données, ça casse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois appeler le développeur d'en face et lui dire attention, je suis en train de faire une mise à jour. Lui, il va peut-être me dire bah ouais, mais moi j'ai un autre business, je peux mettre à jour que dans un mois, c'est un peu emmerdant, faut que tu me connaisses maintenant, ça va générer des tensions, ça va générer des coûts de leur côté et du nôtre. Voilà. Pour éviter ce problème-là, on crée ce qu'on appelle une API. Donc il peut y avoir des API qu'on appelle internes. Au sein même de mon système, j'interconnecte des petits morceaux vers une API, ça on en parlera après. Mais la plupart du temps, une API telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une API ouverte vers l'extérieur. Ça veut dire j'ai des tiers, des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui veulent se connecter avec moi, et je dois leur donner une manière de communiquer avec moi, qui soit la même pour tout le monde, parce que c'est important, sinon si je dois faire un truc spécifique pour l'un, un truc spécifique pour l'autre,
ça va être très difficile pour moi de maintenir l'ensemble de ces conventions-là. Ok? Et je ne sais même pas, lui, comment il fait son code, je ne connais pas son langage, et il ne connaît pas non plus le mien. Par exemple, si je vous demande Google sur quel format il code, vous serez incapable de me répondre. Ils ne font peut-être pas du PHP. Google, en fait, ils utilisent plein de langages différents en fonction des problématiques, du Python pour faire de l'analyse sémantique, du Node pour faire du temps réel, du Ruby pour faire sans doute des API. On ne sait pas trop comment ils font. Par contre, on a tous accès à Google Maps, à Google et des choses comme ça. Ok? Ça vous va pour l'instant? L'autre intérêt, c'est la question de la porte d'accès à une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de référencer précisément auprès des personnes avec qui on travaille, de leur dire, nous, dans les faits, on est capable de faire de l'analyse sémantique sur une pelletée d'informations. Toutefois, à toi spécifiquement, je ne donne accès qu'à une seule de ces fonctionnalités. Comme Google, vous ne pouvez pas aller vous plonger dans le système qu'ils utilisent pour référencer les sites internet. Vous ne savez pas comment ça se passe. Par contre, ils peuvent vous donner, grâce au Webmaster Tool, la possibilité de connaître votre position dans ce classement-là. Donc c'est vraiment l'idée aussi de dire, je ne vais pas mettre toutes les fonctionnalités à disponibilité de l'extérieur, c'est simplement certaines, et je choisis précisément lesquelles. Donc ce qui veut dire que derrière apparaît la notion de droit, qui est intrinsèquement liée à l'API. Donc la différence avec un module. L'API et un module, c'est quoi la différence? Il y en a plusieurs. Mais la véritable différence, c'est que le module, c'est toi qui l'installes pour ton site internet. Donc on va considérer que tu es en interne. L'API, c'est à destination la plupart du temps de l'externe. C'est-à-dire que si tu installes un module de paiement sur ton site, il a directement, c'est un environnement que tu maîtrises, tu as un développeur qui est derrière, qui va vérifier que tout est cohérent, et si jamais c'est pas cohérent, c'est lui qui va venir faire les modifications. L'API, l'objectif c'est que ce soit des tiers, des gens de l'extérieur, qui viennent récupérer dans ta base de données des informations que tu vas leur donner. Ok? Donc par exemple, dans un site e-commerce, tu as sans doute, je ne sais pas si c'est du PrestaShop, mais par exemple si tu fais du WooCommerce, WooCommerce installe automatiquement une API avec, qui permet à des personnes externes, si tu as envie, de récupérer la liste des produits. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir interroger ton site, donne-moi la liste de tous les produits, et tu leur envoies la liste des produits avec les prix. Ok? Donc c'est vraiment la différence entre un module, c'est que le module, tu fais grossir cette partie-là. Oui. Ça c'est chez toi. Okay. Si tu rajoutes un module de paiement, il est ici. Ok? Quelqu'un qui vient s'interconnecter avec ton API, il est là, et c'est un support. Donc la plupart de tes clients, c'est des personnes qui viennent avec leur navigateur et qui vont afficher ton site. Après, tu as un autre support spécifique qui est ici et qui est un tiers, un partenaire avec qui tu travailles régulièrement, Amazon, qui veut lister tes produits sur sa plateforme. Et donc tu dois lui donner accès à ces infos-là. Tu ne vas pas lui donner accès directement à ta base de données parce que c'est hyper dangereux, il peut venir la siphonner et ça va générer des coûts supplémentaires. Tu vas créer entre les deux ce qui s'appelle une API et qui est donc une porte d'entrée conventionnelle. Une API n'est qu'une convention d'échange. Ok? Donc là, je vais un peu rapidement là-dessus parce que sinon on ne va pas avoir le temps. Une API, c'est donc donner la possibilité à des tiers d'accéder à des fonctionnalités ou des données que je possède, proposer un moyen de communiquer sans notion de langage spécifique. Ça, c'est vraiment le but réel d'une API, c'est ça. Hein. C'est dire comment je fais pour discuter avec quelqu'un qui ne parle pas comme moi. Donc la plupart du temps, on met en place des conventions. Ok? Proposer un moyen de communication sans notion de langage, souplesse, universalité, dissocier mon code source de l'utilisation qui en est faite, pour modifier le code source sans impacter les tiers. Donc ça, quand on réunit ces trois conditions-là, c'est-à-dire qu'il faut faire une API. Donc, vous travaillez avec le directeur de système d'information de Veolia, qui va vous dire, nous on développe en Pascal dans un sombre serveur qu'on a mis en place dans les années 99, et bien vous allez lui dire, ok, donner la possibilité à des tiers, oui, dissocier mon code source de l'ENS sans impacter les tiers, ok, je fais une API. Et il y a même maintenant des API qui se font en interne, et c'est même comme ça que ça a commencé dans les années 70, c'est en interne même d'une entreprise, il y a des problématiques d'interconnexion. Dans des grands groupes, le problème c'est qu'il y a des strates et des strates d'évolution du système d'information interne. Et au bout d'un moment, par exemple, tu peux avoir une usine qui est, on va dire, à Valenciennes, qui a son propre système de suivi de production, et il y en a une autre qui est à côté de Lyon, qui a son propre système. Et comme il y a eu des fusions entre les boîtes, il y a deux systèmes en parallèle qui ont été conservés, parce que les robots ont été construits peu à peu. Et comment on interconnecte les deux? Plutôt que de dire,
hop, tout le monde s'arrête, on fait une refonte du système d'information et tout le monde remonte au niveau de l'apprentissage, c'est de dire, je vais plutôt créer un système entre les deux qui permet aux gens de récupérer l'avancée de la production sur le site de Valenciennes, de récupérer l'évolution du site sur le site de Lyon et d'avoir entre les deux une API qui interconnecte les deux. C'est ça l'idée en fait, c'est l'interconnexion de systèmes qui ne se connaissent pas et qui ne peuvent pas dialoguer tout seuls. Donc il faut créer un moyen, c'est ce qu'on appelle un outil de conversion. Exactement, quand vous faites une conversion entre les litres et les grammes, des trucs comme ça. C'est exactement, ou des taux de change, c'est le même truc. Il y a une valeur, il y a quelque chose, un organisme entre les deux qui détermine une valeur. Et on sait que si je donne 1 euro, ça vaut 1,66 € ou $1 ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est une interconnexion abstraite entre les deux. Et c'est la notion de convention. Quelle est la convention d'échange? Ok? Alors maintenant, on passe à ça. Une API, ça veut dire Application Programming Interface. Donc là, on retrouve exactement ce que vient de dire. La notion d'application, on a plusieurs applications, plusieurs systèmes en parallèle. Programming, il y a la notion de développement, il y a quand même la notion où on donne souvent accès à des fonctionnalités, mais il y a des API qui n'ont pour objectif que de montrer de la donnée. Je demande à avoir, je sais pas, on pourrait avoir la BNF qui met, par exemple, l'open data de l'État. C'est juste de la donnée, il n'y a pas de fonctionnalité. Je n'ai pas accès au module de système de récupération de l'argent de l'URSSAF ou des trucs comme ça. Par contre, je sais combien je peux appeler la base de données de l'État en leur demandant affiche-moi tous les montants récupérés pour l'évasion fiscale. Je peux récupérer de la data pure, mais sans avoir accès à des fonctionnalités. Et interface, qui est l'élément le plus important de toute la phrase, c'est la notion d'interface. C'est pas interface dans son sens je clique sur un bouton, hein. C'est l'interface dans son sens la façade. J'interface deux systèmes, comment je les fais dialoguer. Donc ça on en a parlé. Ça on en a parlé, concept entre données d'information et d'interface. Pour que ce soit un peu plus concret pour vous, on a des exemples d'API. Il y a des grandes typologies d'API. Il y a celles que vous connaissez tous, c'est les API liées à la connexion. Ça veut dire que vous avez le Twitter Connect, le LinkedIn Connect, le Facebook Connect, le Twitter Connect, le Instagram Connect, vous avez tous ces trucs-là. C'est une API en soi. Pourquoi? Parce que ça permet d'accéder à la... Enfin, c'est une porte qui permet d'accéder à Twitter, LinkedIn, Instagram. Qu'on peut plugger Si tu le reprends sous la définition qu'on a vue tout à l'heure, sur la notion de façade, de mise à disposition d'une fonctionnalité, et tu le remets dans le cas de Facebook par exemple. Qu'est-ce que fait, si tu installes Facebook Connect sur ton site, qu'est-ce que fait Facebook vis-à-vis de toi? Toi, start-upper, entrepreneur. Par exemple, tu peux aller chercher les données directement que la personne a inscrites sur son Facebook pour valider un profil et sécuriser une entrée par exemple. Ouais. Vous voyez un peu le côté API là qui apparaît? C'est-à-dire que Facebook s'est dit, en fait, je vais mettre en place une API. Je sais qu'il y a plein de tiers qui sont intéressés pour que la connexion se fasse plus rapidement. Au début, le Facebook Connect, la première idée, c'était ça. Hein. Simplifier la connexion et l'inscription sur des sites internet tiers. Au bout d'un moment maintenant, c'est vous qui avez plutôt envie d'avoir le Facebook Connect parce que vous imaginez que vous pouvez récupérer de la data depuis Facebook. Ce qui est une réalité, mais dans les faits, au début, c'était ça. C'était de dire, Facebook s'est dit, je vais créer ma première API qui s'appelle le Facebook Connect. Ça a commencé comme ça, après il y a l'Open Graph et d'autres trucs, mais la première version, on va dire, de l'API, c'était franchement ça, le Facebook Connect. Je vais donner la possibilité à des développeurs tiers d'utiliser ma fonctionnalité de connexion pour que les gens puissent se connecter sur le site internet de ce développeur à distance sans avoir la nécessité de s'inscrire. Et c'est quoi l'apport pour Facebook en fait De quoi? C'est quoi l'apport pour Facebook d'avoir créé cette... Ça on va le voir après, c'est la notion de création d'écosystème. Donc c'est vraiment dans les raisons pour lesquelles les API sont apparues. Mais vraiment, là on essaie plutôt de brosser un peu le truc. Donc là c'est les API que vous utilisez quotidiennement, la plupart du temps c'est ce truc là. C'est les Facebook Connection, les machins. Donc ça veut dire que c'est moi, développeur, qui sous-traite à Facebook la fonctionnalité d'inscription et de connexion sur mon site internet. Okay? Et pour autant, Facebook ne me donne pas la possibilité d'aller créer des posts comme je veux pour un utilisateur, d'aller voir comment se passe. Je ne sais même pas quel langage ils utilisent. Je ne sais même pas quelle est leur base de données. Pour autant, eux m'envoient bien l'info que la personne est bien connectée chez eux.
il m'envoie l'avatar, il m'envoie le nom, l'email si la personne l'a autorisé. Mais je n'ai aucune idée de comment ça se passe chez lui. Donc ça, c'est l'API la plus utilisée aujourd'hui. On en a d'autres, qui est l'open data et la promotion. Twitter, on peut récupérer tous les tweets de moins d'une semaine sur Twitter, avec les tags, les machins, nanana. Spotify, on peut récupérer la base de données entière des musiques, des artistes, des labels, des machins. On peut tout récupérer chez eux. Donc là, il y a plutôt la notion de... C'est la notion de data. C'est je suis un service qui est capable d'agrémenter une quantité énorme de data. Moi, j'en utilise une toute petite partie qui est Spotify, le streaming musical. Mais sans doute que d'autres vont avoir plein d'autres idées d'une manière d'utiliser ces datas. Et tant mieux pour moi s'ils font ça. Et si jamais ça fonctionne, je rachète la boîte. Donc ça, c'est un autre aspect que créer un écosystème, c'est de dire je sous-traite l'innovation. C'est comme ça qu'est apparu l'open innovation aussi. Les deux sont intrinsèquement liés. Sans API, c'est difficile de faire de l'open innovation. Et après, tu en as d'autres comme Marvel. Et là, on va aller plutôt sur le site de Marvel. Vous allez voir comme c'est drôle. C'est le fait qu'aujourd'hui, toutes les startups développent en parallèle de leur service. Développent en parallèle de leur service une API. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes en décalage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Après, si vous ne le faites pas, c'est que sûrement vous avez des arguments de ne pas le faire. Si vous n'avez pas d'arguments, vous vous posez la question pourquoi je fais de l'API challengez-vous vous-même. Même Marvel le fait. Alors là, on va aller regarder plus précisément ce que c'est qu'une API. Une API, c'est ça. C'est du get, avoir des infos, et du put, envoyer des infos. Et là, je ne sais pas s'ils ne le permettent. Et là, par exemple, c'est typiquement ce qu'on appelle une API. Il y a des API qu'on appelle publiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Une API publique. Ça vous dit quelque chose, ce terme? Une API privée. Une API publique, c'est comme ce que fait le gouvernement. J'ai une obligation où je pense que c'est hyper intéressant pour moi de mettre en open source un peu toutes mes infos. Et ça veut dire que la plupart du temps, c'est une API où je ne peux que récupérer de l'info. Ils ont décidé de mettre certaines fonctionnalités à dispo, certaines informations à dispo. Par contre, je ne peux rien faire, je ne peux pas envoyer de l'information. Il y en a d'autres qu'on appelle des API privées, des API authentifiées. C'est-à-dire que je suis un développeur authentifié et j'ai le droit aussi de fournir cette API en information. Ce qui se passe par exemple avec Google et l'Open Graph. Le fait qu'avec l'Open Graph, je puisse dire que Jean-Christophe est en train d'écouter de la musique sur mon site Benevoletum. Ça, je peux le faire. Et c'est parce que je suis un développeur. J'ai été authentifié via une application Facebook. Et j'ai demandé les droits, et le service support de Facebook a vérifié l'utilisation que je fais de leur API. Donc il y a vraiment une très forte authentification. Ça, c'est ce qu'on appelle une API publique. Que fait l'API de Marvel? Et c'est pour ça que c'est assez simple à comprendre. C'est vous donner la possibilité de récupérer la liste de tous les personnages des comics et des Marvel. Ouais, ça, c'est quand même vachement intéressant. Et là, je ne sais pas si vous voyez, hein. Vous voyez bien, hein. Voilà. Voilà. Là, ils vous le mettent en face. Donc là, c'est assez marrant d'aller voir. Vous allez sur toutes les startups. Toutes les startups que vous regardez aujourd'hui, vous allez sur l'onglet qui s'appelle développeurs. Parce qu'ils ont toutes les startups ont pour objectif de développer, enfin de créer une communauté développeurs utilisant son API. Ce que tu vas sans doute faire. Et là, il va se passer un truc, c'est que vous allez voir cette liste-là. Vous allez vous dire, oh, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est vachement intéressant à regarder parce que c'est ce que vous pouvez utiliser vous sur votre site. Typiquement, l'API Marvel, elle peut être vachement intéressante pour qu'automatiquement une personne sur le site internet qui n'a pas d'avatar, il y a un avatar qui vient des comics Marvel. Iron Man, tac tac tac, ça fait la photo, ça met ça comme photo plutôt qu'une petite vue avec un petit bonhomme grisé. Ça peut être une utilisation faite sur un site qui est à destination de gros geekos ou j'en sais rien. C'est en fonction de votre cible. Et donc en voyant ça, ça me donne plein d'idées sur des systèmes à faire, où par exemple je pourrais très bien utiliser ça pour faire un jeu, une application mobile avec du Tinder entre des personnages de Marvel. Ou un jeu où toutes les 3 secondes il faut donner le nom d'un personnage de comics. Et donc vous pouvez vraiment inventer plein de choses grâce à ça. Il faut regarder les conditions d'utilisation de l'API aussi, mais... Donc là, ça marche toujours comme ça une API. Ça c'est ce qu'on appelle une route. C'est ce que vous appelez, donc ça vous n'allez pas rentrer dans la technique, mais un développeur va appeler cette route-là et va récupérer en échange quoi? La liste de l'ensemble des caractères. Si je fais ça, il me donne un exemple de comment ça va être fait. Voilà. Donc si j'appelle ce truc-là, j'ai en échange le nom du caractère, les copyrights associés.
est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce caractère ou pas sur mon site, ou à qui ils appartiennent. C'est peut-être à Disney, c'est peut-être encore je sais pas, à 20th Fox, ou d'autres gens comme ça. Les URL, l'image de Marvel, enfin sa photo. Story list, tous les événements, par exemple ça c'est les conventions internationales qui sont sur ce il y a des conventions de fans et on peut nous dire bah vous retrouverez Iron Man à Paris pendant la Comic-Con ou un truc comme ça. C'est ça une API en fait, dans les faits. C'est simplement une liste de routes qui vous permet de récupérer plein de choses. Donc là, c'est une open. Donc là, je vais récupérer la liste d'ensemble des événements. Récupérer l'ensemble, juste un créateur de comics. Si vous récupérez ce mec-là, vous savez qu'il a fait les Batman, les machins. Ok. Ça vous va pour l'instant? Donc ça, c'est plutôt à destination des développeurs. Mais c'est une bonne chose d'aller trifouiller vous-même les API pour voir, parce que ça donne quand même vachement d'idées. Et surtout, ça vous donne l'impression que c'est une réalité, vous pouvez sous-traiter des fonctionnalités à des services déjà existants. Et pour arriver à faire ça, pour éviter que vous vous retrouviez à dépenser de l'argent alors que quelqu'un l'avait déjà fait avant vous, et que ça coûte peut-être que 30 € par mois pour pouvoir aller récupérer ce machin-là, il faut que vous alliez dans la documentation des API. Ça, c'est un peu, vous allez devoir le faire. Et quand moi je vois des trucs comme ça me donne plein d'idées de business, ou plein d'idées de plein de choses. Après, il faut aller dans votre domaine aussi, hein, parce que là, c'est sur les Marvel. Mais c'est intéressant de voir que même des acteurs comme ça le font. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même au niveau des API. Et Marvel, spécifiquement, pourquoi ils le font? C'est pour faire plus parler d'eux ou... Pas du tout, c'est véritablement pour ça, pour faire de l'open innovation. Pour trouver d'autres débouchés à les comics, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver les films, les produits dérivés, de toute façon, Disney, parce que Marvel, il me semble que ça a été racheté par Disney, c'est les pros d'une seule chose, c'est le produit dérivé. Donc eux, l'API en soi, c'est un moyen de créer des produits dérivés mais digitaux. C'est simplement ça. Après on en a d'autres, les Google Maps, YouTube, le fait que vous mettiez une iframe sur votre site internet, ou le fait que vous puissiez récupérer à travers l'API YouTube des vidéos que vous avez postées sur YouTube, le nombre de vues, des choses comme ça, le nombre de likes sur un post via Facebook ou Twitter, tout ça c'est via l'API que vous le faites. C'est Twitter qui vous met à disposition le nombre de fois où tel tweet a été retweeté. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur l'API Twitter. Parce que vous avez sans doute tout pas fait. Hop, vous allez faire hop. Et là vous voyez un terme tout le temps associé, c'est REST. Et là vous retrouvez exactement ce qu'on a vu chez Marvel. Les get. Je récupère des informations. Get user timeline. Donc si vous avez un numéro d'utilisateur Twitter, eh bien vous pouvez récupérer l'ensemble des timelines, l'ensemble des tweets qu'il a postés depuis les 7 derniers jours. Donc ça peut être intéressant pour... C'est comme ça qu'on... Par exemple sur votre site internet, si vous avez déjà mis un feed de Twitter, j'utilise l'API Twitter. Donc l'API Twitter, vous avez mis votre propre identifiant de votre page, l'Ulishop, ça trouve, et là, il y a tout qui s'y met. Vous pouvez récupérer les retweets de moi, les retweets ID, un truc spécifique, tout ce qui a été supprimé. Et après vous pouvez aussi, et là vous envoyez d'autres posts. C'est-à-dire qu'à distance, vous pouvez poster des tweets. Et c'est ce que fait TweetDeck. Je ne sais pas si vous utilisez TweetDeck, l'application pour suivre les tweets. C'est comme ça qu'ils le font en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Pas forcément dans le cadre où on vous paye by a tweet, où vous postez un tweet et en échange vous gagnez un truc. Mais vous pouvez automatiquement, on va dire, poster un tweet d'une personne sur le site. C'est ce que fait par exemple Thunderclap. Vous voyez cette startup tout le monde donne la possibilité de tweeter le jour d'un lancement, genre dans 2 semaines, vous lancez un service et vous demandez à plein de gens de venir sur votre Thunderclap et de dire dans 2 semaines, je permets à telle startup de poster pour moi sur Twitter. Et ce qui fait que le jour dit, il y a 4000 personnes qui tweetent en même temps le lancement d'une campagne. Ça se fait beaucoup en ce moment. Ça peut être sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Et c'est ça qu'ils utilisent en fait. C'est-à-dire que en fait, quand je vais sur Thunderclap, je donne l'autorisation à Thunderclap de poster pour moi sur Twitter, pour telle campagne spécifiquement, le message que je vais sélectionner. Et ils utilisent cette troupe-là. Le fait de pouvoir poster sur Twitter à distance. Ça vous va pour l'instant? Alors, donc là il y a énormément de trucs au Twitter, c'est un truc, et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, là ils ont changé un peu la politique vis-à-vis des développeurs, comme il y a le nouveau CEO de Twitter, enfin l'ancien CEO qui était fondateur, qui est revenu, lui il a une politique très open innovation, et donc ils sont en train de rouvrir l'API.
Tandis qu'avant, juste avant lui, il y avait un CEO qui était là avant et qui avait fermé les API, qui avait tué plein d'applications de l'écosystème justement. Parce que tu ne pouvais plus avoir toutes les infos, c'était assez compliqué. Donc là, il y a quand même Sur les posts et get, parce que du coup, tout à l'heure sur Marvel, c'était que du get, donc on a défini ça comme public. Ouais. Donc là, vu qu'on a les deux, ça devient. Ça veut dire qu'en fait, tu dois t'authentifier. Ok. Si tu postes, il faut qu'ils puissent savoir qui poste. Alors, Juste par rapport au reste, ça veut dire quelque chose en particulier? c'est là où j'allais, justement. Alors, on a des termes qui sont vachement associés aux API. On a la notion de REST. En fait, comment ça se passe? Il y a une convention internationale, je suis désolé, c'est un peu speed, mais on a une convention internationale qui s'appelle, je pense que c'est le REST, son consortium, qui a créé un protocole qui s'appelle le REST. C'est une manière de structurer une API, mais ce n'est qu'une convention. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on appelle RESTful, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, une API RESTful, c'est-à-dire qu'elle suit entièrement la convention REST, R-E-S-T. Mais c'est juste une question de convention d'échange, c'est tout. Mais vous pourriez très bien développer votre propre API, moi je l'ai fait une époque, et je suivais ma propre convention d'échange. Donc c'est ce qu'on appelle une norme. Qui veut suit la norme, il y a un consortium qui définit une norme, il y a des batailles de normes, il y a souvent des normes qui sont pour normer la même chose mais d'une manière différente. Il y a des normes qui sont meilleures que les autres et donc elles vont prendre peu à peu, mais vous n'avez aucune obligation de suivre une norme. Simplement si vous faites une API REST, comme c'est la norme la plus connue, vous avez plus de chances pour que l'interfaçage, quelqu'un qui vienne vous dise « trop facile c'est une API REST, je vais savoir le faire ». Voilà l'idée. Mais bon. Le terme REST, c'est juste ça. Après, il y a les routes, ça on en a parlé, et il y a surtout la notion d'authentification. Ça, c'est hyper important. Et ce terme-là, si vous avez déjà parlé avec des API, si vous avez déjà regardé un peu les API, vous avez tout le temps ce truc, la clé publique, la clé privée, c'est ce qu'on demande pour Google ou des choses comme ça, et la notion de OAuth 2, c'est un protocole d'authentification. Donc là, l'idée, c'est juste pour que vous puissiez lire après dans la doc, vous savez ce que ça veut raconter. Si vous voyez REST, API, clé publique, clé privée, ça maintenant vous savez que c'est lié à l'authentification pour l'API. Et après il y a la notion de OAuth, c'est le protocole d'échange pour s'authentifier. Ça c'est à destination des développeurs pour qu'ils puissent tout de suite estimer le temps nécessaire pour s'interconnecter avec l'API. C'est le seul objectif de ce truc-là. C'est juste de la convention. Ok? Après vous avez les routes, dont on a parlé tout à l'heure. Comment je demande de l'information à cette API? J'ai des routes qui ont été définies, qui sont plutôt de type get, donne-moi de l'info, post, je te donne de l'info, et il y en a d'autres qui s'appellent update. Par exemple, à distance, je peux changer mon profil Facebook, changer mon nom, changer mon avatar, je peux poster, donc là c'est plutôt je mets à jour mon profil à distance. Et c'est ce qui se passe, par exemple, pour je sais pas, Facebook, je peux pas changer mon statut à distance. Je pourrais peut-être changer mon email de Twitter, associé à mon Twitter à distance par exemple. Ça fait que j'ai fait un update de mon profil. Prévention de base de données, on en a parlé. Les fonctionnalités aussi. Et après, il y a un autre truc qui est assez lié aux API, c'est la webhook. Ça, c'est dans le système de paiement, ça existe assez. C'est le fait que le serveur à distance nous prévienne d'un changement. Vous êtes référencé. Donc, par exemple, ça pourrait être Facebook qui vous prévient si un utilisateur est situé à Paris. Parce que vous avez demandé, préviens-moi si jamais la personne arrive à Paris. Facebook vient appeler votre site à distance. Et c'est ce que font par exemple les API de type MongoPay ou tous les systèmes de paiement. Dès que le paiement a été effectué, il appelle votre site en vous disant c'est bon, la personne a payé. Mais ça peut être 10 minutes après que la personne est marquée commandée. Hein. Ça peut arriver un certain temps après. Okay. Donc ça c'est un autre terme. Là c'est plus pour que vous connaissiez les termes. Vous allez les voir apparaître si jamais vous allez voir les API, c'est ces termes-là. D'accord? Donc si on reprend la question de la convention, qu'est-ce que c'est que réellement une API? Il faut vous imaginer un restaurant. Et c'est exactement le même principe qu'un restaurant. Vous arrivez dans le restaurant, il y a un serveur qui vient vous mettre à une table. Vous êtes dans la salle principale de la salle principale du resto, et il vous apporte un menu. Le menu, c'est ce qu'on a vu chez Marvel, c'est ce qu'on a vu chez Twitter. C'est l'ensemble des requêtes que vous avez le droit de faire à la cuisine. Si vous faites une requête qui n'est pas sur le menu, la plupart du temps le chef va vous dire c'est mort, tu choisis dans le menu. Ou souvent c'est le serveur qui s'en occupe.
Donc vous choisissez dans le menu, j'aimerais bien avoir telle chose, donc ça c'est du get. Donc par exemple, il y a certains restos avec du custom, on va dire, vous avez le droit de venir choisir votre plat, là ça serait un peu du post. Allez tiens, je te poste le fait que j'ai envie d'avoir telle ou telle chose. C'est ça que j'associe à ma demande des paramètres. Vous voyez un peu le truc. Le serveur qui s'occupe, on va dire que le serveur c'est Internet, le mec qui vient vous donner le menu, hein, il va dans la cuisine, il passe la porte de la cuisine, et vous ne savez absolument pas la recette. Vous ne la connaissez pas. La recette, c'est la fonctionnalité. Et on va dire que le chef de cuisine, c'est entre une fonctionnalité, de l'énergie, on ne sait pas trop, c'est un peu abstrait qui se passe. On va dire, que c'est le développeur. Comme s'il y avait un développeur qui reconnaît à chaque fois, mais bon, c'est un peu le truc. Vous ne savez pas ça. Et là, il va se passer un truc, c'est que vous allez voir cette liste-là. Vous allez vous dire, oh, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est vachement intéressant à regarder parce que c'est ce que vous pouvez utiliser vous sur votre site. Typiquement, l'API Marvel, elle peut être vachement intéressante pour qu'automatiquement une personne sur le site internet qui n'a pas d'avatar, il y a un avatar qui vient des comics Marvel. Iron Man, tac tac tac, ça fait la photo, ça met ça comme photo plutôt qu'une petite vue avec un petit bonhomme grisé. Ça peut être une utilisation faite sur un site qui est à destination de gros geekos ou j'en sais rien. C'est en fonction de votre cible. Et donc en voyant ça, ça me donne plein d'idées sur des systèmes à faire, où par exemple je pourrais très bien utiliser ça pour faire un jeu, une application mobile avec du Tinder entre des personnages de Marvel. Ou un jeu où toutes les 3 secondes il faut donner le nom d'un personnage de comics. Et donc vous pouvez vraiment inventer plein de choses grâce à ça. Il faut regarder les conditions d'utilisation de l'API aussi, mais... Donc là, ça marche toujours comme ça une API. Ça c'est ce qu'on appelle une route. C'est ce que vous appelez, donc ça vous n'allez pas rentrer dans la technique, mais un développeur va appeler cette route-là et va récupérer en échange quoi? La liste de l'ensemble des caractères. Si je fais ça, il me donne un exemple de comment ça va être fait. Voilà. Donc si j'appelle ce truc-là, j'ai en échange le nom du caractère, les copyrights associés. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce caractère ou pas sur mon site? Ou à qui ils appartiennent? Ça va être peut-être à Disney, c'est peut-être encore à je sais pas, 20th Century Fox ou d'autres gens comme ça. Les URL, l'image du Marvel, enfin sa photo. Story list, tous les événements, par exemple ça c'est les conventions internationales qui sont sur ce il y a des conventions de fans et on peut nous dire vous retrouverez Iron Man à Paris pendant la Comic Con ou un truc comme ça. C'est ça une API en fait, dans les faits. C'est simplement une liste de routes qui vous permet de récupérer plein de choses. Donc là, c'est une open. Donc là, je vais récupérer la liste de l'ensemble des événements. Récupérer l'ensemble, juste un créateur de comics. Si vous récupérez ce mec-là, vous savez qu'il a fait les Batman, les machins. Ok. Ça vous va pour l'instant? Donc ça, c'est plutôt à destination des développeurs. Mais c'est une bonne chose d'aller trifouiller vous-même les API pour voir, parce que ça donne quand même vachement d'idées. Et surtout, ça vous donne l'impression que c'est une réalité, vous pouvez sous-traiter des fonctionnalités à des services déjà existants. Et pour arriver à faire ça, pour éviter que vous vous retrouviez à dépenser de l'argent alors que quelqu'un l'avait déjà fait avant vous, et que ça coûte peut-être que 30 € par mois pour pouvoir aller récupérer ce machin-là, il faut que vous alliez dans la documentation des API. Ça, c'est un peu, vous allez devoir le faire. Et quand moi je vois des trucs comme ça me donne plein d'idées de business ou plein d'idées de plein de choses. Après, il faut aller dans votre domaine aussi, hein, parce que là, c'est sur les Marvel. Mais c'est intéressant de voir que même des acteurs comme ça le font. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même au niveau des API. Et Marvel, spécifiquement, pourquoi ils le font? C'est pour faire plus parler d'eux ou... Pas du tout, c'est véritablement pour ça, pour faire de l'open innovation. Pour trouver d'autres débouchés à les comics, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver les films, les produits dérivés, de toute façon, Disney, parce que Marvel, il me semble que ça a été racheté par Disney, c'est les pros d'une seule chose, c'est le produit dérivé. Donc eux, l'API en soi, c'est un moyen de créer des produits dérivés mais digitaux. C'est simplement ça. Après, on en a d'autres, les Google Maps, YouTube, le fait que vous mettiez une iframe sur votre site internet, ou le fait que vous puissiez récupérer à travers l'API YouTube des vidéos que vous avez postées sur YouTube, le nombre de vues, des choses comme ça, le nombre de likes sur un post via Facebook ou Twitter, tout ça c'est via l'API que vous le faites. C'est Twitter qui vous met à disposition le nombre de fois où tel tweet a été retweeté. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur l'API Twitter, parce que vous avez sans doute tout pas fait. Hop, vous allez faire hop, et là vous voyez un terme tout le temps associé, c'est REST. Et là vous retrouvez exactement ce qu'on a vu chez Marvel, les get,
je récupère des informations, get user timeline. Donc si vous avez un numéro d'utilisateur Twitter, eh bien vous pouvez récupérer l'ensemble des timelines, l'ensemble des tweets qu'il a postés depuis les 7 derniers jours. Donc ça peut être intéressant pour... C'est comme ça qu'on... Par exemple sur votre site internet, si vous avez déjà mis un feed de Twitter, ils utilisent l'API Twitter. Hein. Donc l'API Twitter, vous avez mis votre propre identifiant de votre page, l'Ulishop, ça se trouve, et là, il y a tout qui s'y met. Vous pouvez récupérer les retweets de moi, les retweets ID, un truc spécifique, tout ce qui a été supprimé. Et après, vous pouvez aussi, et là, vous envoyez d'autres posts. C'est-à-dire qu'à distance, vous pouvez poster des tweets. Et c'est ce que fait TweetDeck. Je sais pas si vous utilisez TweetDeck, l'application pour suivre les tweets. C'est comme ça qu'ils le font en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Pas forcément dans le cadre où on vous paye by tweet, où vous postez un tweet et en échange vous gagnez un truc. Mais vous pouvez automatiquement, on va dire, poster un tweet d'une personne sur le site. C'est ce que fait par exemple Thunderclap. Vous voyez cette startup où tout le monde donne la possibilité de tweeter le jour d'un lancement, genre dans 2 semaines, vous lancez un service et vous demandez à plein de gens de venir sur votre Thunderclap et de dire dans 2 semaines, je permets à telle startup de poster pour moi sur Twitter. Et ce qui fait que le jour dit, il y a 4000 personnes qui tweetent en même temps le lancement d'une campagne. Ça se fait beaucoup en ce moment. Ça peut être sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Et c'est ça qu'ils utilisent en fait. C'est-à-dire que, en fait, quand je vais sur Thunderclap, je donne l'autorisation à Thunderclap de poster pour moi sur Twitter, pour telle campagne spécifiquement, le message que j'ai sélectionné. Et ils utilisent cette route-là. Le fait de pouvoir poster sur Twitter à distance. Ça vous va pour l'instant? Alors, donc là il y en a plein. Il y a énormément de trucs pour Twitter. C'est un truc. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, là ils ont changé un peu la politique vis-à-vis des développeurs. Comme il y a le nouveau CEO de Twitter, enfin l'ancien CEO qui était fondateur, qui est revenu, lui il a une politique très open innovation. Et donc ils sont en train de rouvrir l'API. Tandis qu'avant, juste avant lui, il y avait un CEO qui était là avant et qui avait fermé les API, qui avait tué plein d'applications de l'écosystème justement. Parce que tu ne pouvais plus avoir toutes les infos, c'était assez compliqué. Donc là, il y a quand même... sur les posts et get, parce que du coup, tout à l'heure sur Marvel, c'était que du get, donc on a défini ça comme du public. Ouais. Donc là, vu qu'on a les deux, ça devient... Ça veut dire qu'en fait, tu dois t'authentifier. Ok. Si tu postes, il faut qu'ils puissent savoir qui poste. Alors, Juste par rapport au reste, ça veut dire quelque chose en particulier? c'est là où j'allais, justement. Alors, on a des termes qui sont vachement associés aux API. On a la notion de REST. En fait, comment ça se passe? Il y a une convention internationale, je suis désolé, c'est un peu speed, mais on a une convention internationale qui s'appelle, je pense que c'est le REST, son consortium, qui a créé un protocole qui s'appelle le REST. C'est une manière de structurer une API, mais ce n'est qu'une convention. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on appelle RESTful, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, une API RESTful, c'est-à-dire qu'elle suit entièrement la convention REST, R-E-S-T. Mais c'est juste une question de convention d'échange, c'est tout. Mais vous pourriez très bien développer votre propre API, moi je l'ai fait une époque, et je suivais ma propre convention d'échange. Donc c'est ce qu'on appelle une norme. Qui veut suivre la norme? Il y a un consortium qui définit une norme. Il y a des batailles de normes. Il y a souvent des normes qui sont pour normer la même chose mais d'une manière différente. Il y a des normes qui sont meilleures que les autres et donc elles vont prendre peu à peu. Mais vous n'avez aucune obligation de suivre une norme. Simplement, si vous faites une API REST, comme c'est la norme la plus connue, vous avez plus de chances pour que l'interfaçage, quelqu'un qui vienne, vous dise « Trop facile, c'est une API REST, je vais savoir le faire. » Voilà l'idée. Mais bon. Le terme REST, c'est juste ça. Après, il y a les routes, ça on en a parlé, et il y a surtout la notion d'authentification. Ça, c'est hyper important. Et ce terme-là, si vous avez déjà parlé avec des API, si vous avez déjà regardé un peu les API, vous avez tout le temps ce truc, la clé publique, la clé privée, c'est ce qu'on demande pour Google ou des choses comme ça, et la notion de OAuth 2, c'est un protocole d'authentification. Donc là, l'idée, c'est juste pour que vous puissiez lire après, dans la doc, vous savez ce que ça veut raconter. Si vous voyez REST, API, clé publique, clé privée, ça maintenant vous savez que c'est lié à l'authentification pour l'API. Et après il y a la notion de OAuth, c'est le protocole d'échange pour s'authentifier. Ça c'est à destination des développeurs pour qu'ils puissent tout de suite estimer le temps nécessaire pour s'interconnecter avec l'API. C'est le seul objectif de ce truc-là. C'est juste de la convention. Ok? Après vous avez les routes, dont on a parlé tout à l'heure. Comment
comment je demande de l'information à cette API? J'ai des routes qui ont été définies, qui sont plutôt de type get, donne-moi de l'info, post, je te donne de l'info, et il y en a d'autres qui s'appellent update. Par exemple, à distance, je peux changer mon profil Facebook, changer mon nom, changer mon avatar, je peux poster, donc là c'est plutôt je mets à jour mon profil à distance. Et c'est ce qui se passe, par exemple, pour je sais pas, Facebook, je peux pas changer mon statut à distance. Je pourrais peut-être changer mon email de Twitter, associé à mon Twitter à distance, par exemple. Ça fait que j'ai fait un update de mon profil. Prévention de base de données, on en a parlé. Les fonctionnalités aussi. Et après, il y a un autre truc qui est assez lié aux API, c'est la webhook. Ça, c'est dans le système de paiement, ça existe assez. C'est le fait que le serveur à distance nous prévienne d'un changement. Vous êtes référencé. Donc, par exemple, ça pourrait être Facebook qui vous prévient si un utilisateur est situé à Paris. Parce que vous avez demandé, préviens-moi si jamais la personne arrive à Paris. Facebook vient appeler votre site à distance. Et c'est ce que font par exemple les API de type MongoPay ou tous les systèmes de paiement. Dès que le paiement a été effectué, il appelle votre site en vous disant c'est bon, la personne a payé. Mais ça peut être 10 minutes après que la personne ait marqué commandé. Ça peut arriver un certain temps après. Okay. Donc ça c'est un autre terme. Là c'est plus pour vous connaissez les termes. Vous allez les voir apparaître si jamais vous allez voir les API, c'est ces termes-là. D'accord? Donc si on reprend la question de la convention, qu'est-ce que c'est que réellement une API? Il faut vous imaginer un restaurant. Et c'est exactement le même principe qu'un restaurant. Vous arrivez dans le restaurant, il y a un serveur qui vient vous mettre à une table. Vous êtes dans la salle principale de la salle principale du resto, et il vous apporte un menu. Le menu, c'est ce qu'on a vu chez Marvel, c'est ce qu'on a vu chez Twitter. C'est l'ensemble des requêtes que vous avez le droit de faire à la cuisine. Si vous faites une requête qui n'est pas sur le menu, la plupart du temps, le chef va vous dire c'est mort, je choisis dans le menu. Ou souvent, c'est le serveur qui s'en occupe. Donc vous choisissez dans le menu, j'aimerais bien avoir telle chose, donc ça c'est du get. Donc par exemple, il y a certains restos avec du custom, on va dire, vous avez le droit de venir choisir votre plat, là ça serait un peu du post. Allez tiens, je te poste le fait que j'ai envie d'avoir telle ou telle chose. C'est ça que j'associe à ma demande des paramètres. Vous voyez un peu le truc. Le serveur qui s'occupe, on va dire que le serveur c'est Internet, le mec qui vient vous donner le menu, il va dans la cuisine, il passe la porte de la cuisine, et vous ne savez absolument pas la recette. Vous ne la connaissez pas. La recette, c'est la fonctionnalité. Et on va dire que le chef de cuisine, c'est entre une fonctionnalité, de l'énergie, on ne sait pas trop, c'est un peu abstrait qui se passe. On va dire que c'est le développeur. Comme s'il y avait un développeur qui recodait à chaque fois, mais bon, c'est un peu le truc. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la cuisine, vous ne savez pas s'il a craché dans votre assiette, vous ne savez pas s'ils ont mis des ingrédients qui étaient pourris, vous n'en savez rien. Ce que vous savez simplement, c'est que vous avez fait une requête à la cuisine, et que le serveur va sortir de la cuisine quelques temps après avec un plat qui correspond à votre requête. Et on va dire que peut-être la data, c'est peut-être ce qu'il y a dans la chambre froide, je ne sais pas trop. Mais bon, c'est un peu ces données qui va transformer, grâce à la recette, en un plat, suivant sa propre règle. Il sort de la porte de la cuisine, Internet, donc le serveur revient et vous donne le plat. Et c'est ça une API. L'API, c'est la convention de dire, c'est une convention que vous connaissez dans le monde entier, tout le monde suit cette convention. Quand on rentre dans un resto, on s'assoit, on attend le menu, parce qu'il y a un serveur, et on sait que le serveur va aller en cuisine, il va sortir de la cuisine, ça se trouve ils se sont engueulés en cuisine, on n'en sait rien du tout, et voilà. Et donc c'est ce principe-là l'API, c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois à comprendre, c'est cette notion hyper abstraite de convention. Mais ça se trouve, vous allez dans un restaurant au fin fond de la Patagonie, ils vont avoir une totale autre convention. Ça, vous vous asseyez, et ça se trouve, ça se passe pas du tout comme d'habitude. Et c'est ce qui se passe par exemple dans les restos japonais, où vous avez le chef qui est directement en face de vous, vous n'avez pas la notion de serveur, vous voyez le mec faire, et vous pouvez même faire vos commandes directement. Donc ça peut être hyper original, très perturbant, et il y a des moments où c'est ce qu'on appelle la montée en expérience, la montée en compétence. C'est-à-dire que ça va vous demander du temps de vous adapter à ce nouveau système. Donc l'avantage de la convention, c'est que n'importe où dans le monde, vous savez exactement comment demander un plat pour une cuisine. Il y a certains moments, il y a des gens qui font un truc un peu exotique, et bon, soit vous kiffez énormément, soit le développeur qui arrive à faire « Oh là, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, ça va être très compliqué parce que là je vais monter en compétences et donc ça va me prendre 2 fois plus de temps. » Voilà, mais c'est ce truc abstrait, c'est vraiment abstrait, c'est la convention. En rentrant dans le resto, à quoi je m'attends? C'est ça une API.
C'est simplement ça. Et vous n'avez pas le droit de rentrer dans la cuisine. Si vous rentrez dans la cuisine d'un resto, ça peut vraiment pas bien se passer, quoi. Et c'est ce qui, on peut prendre exactement le même principe pour les avions. Cockpit, vous savez pas ce qui s'y passe. Par contre, ils font un truc super cool, c'est qu'ils conduisent l'avion. Et vous savez pas du tout ce qui se passe. Parfois, le pilote sort. Ok, c'est le même principe en fait. C'est le même principe. Donc là, on va passer rapidement. Donc je vous le fais un peu en rapide, mais il y a toujours 3 principes fondamentaux à une API. C'est la notion de droit. Qu'est-ce que je permets ou pas? Dans mon restaurant, est-ce que je permets que les gens rentrent dans la cuisine? Est-ce que je leur permets de connaître la recette? La plupart du temps, on ne vous donne jamais la recette. Le temps de cuisson, vous n'en savez rien. Mais c'est à vous de le décider. Et il n'y a aucune norme, il n'y a aucune norme sur ce sujet. La norme, c'est juste de dire qu'il y a une notion de droit. Par contre, les droits qui sont associés à votre API, vous décidez ce que vous faites. Marvel ne veulent pas que vous donniez de l'info. Open Data de l'État, ils ne veulent absolument pas que vous veniez pourrir les stats de l'URSSAF, ça ne les intéresse pas. Par contre, il y en a d'autres qui sont en API totalement ouvertes. Ils sont hyper intéressés pour choper de l'info. Il y en a qui le sont. Donc ça, c'est votre choix. Par contre, il y a toujours une question, si vous mettez en place une API, vous vous posez la question de quels sont les droits associés à mon API. Parce que s'il y a des droits, ça veut dire qu'il faut déterminer ce que vous acceptez en entrée, post, qu'est-ce que les gens peuvent poster chez moi, et ce que vous voulez donner en get. Par exemple, l'information, ok, je veux bien donner toutes les colonnes de mon tableau Excel, sauf la dernière où il y a marqué le montant total que je gagne chaque mois. Donc là, vous l'enlevez. Mais il y a des entreprises qu'on appelle les entreprises libérées, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle d'entreprise, où en fin de compte, on a accès à l'ensemble des infos de l'ensemble des employés qui sont au sein de l'entreprise. Il y a d'autres entreprises qui, typiquement, pourraient avoir une autre vision du droit, une autre vision d'une API interne, en disant, je veux bien donner la liste de l'ensemble des employés, par contre, on enlève toutes les notions financières. Donc là, le droit donc, a été modifié. Vous avez l'entrée et la notion de sortie, et donc d'authentification. Si vous mettez des droits, il faut bien mettre en place un système qui permet d'authentifier les gens. Et c'est ce qu'on appelle le protocole OAuth, des choses comme ça. Après, vous avez la notion de fonctionnalité. Est-ce que je donne la possibilité à des gens externes d'utiliser certaines de mes fonctionnalités? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit entrée et sortie, est-ce que je donne la possibilité, par exemple, d'accéder à mon système hyper performant de calcul de temps de trajet entre 2 positions longitude et latitude? C'est typiquement ce que j'ai utilisé la dernière fois pour Bénévole Atome, le fait de calculer la distance entre 2 points et de trouver les bénévoles autour d'une zone. C'est typiquement Google qui me donne cette possibilité-là. Ils me donnent la possibilité d'utiliser leur algorithme, qui est bien plus puissant que ce que je pourrais développer, parce qu'ils ont des doctorants spécialisés dans le domaine, qui est capable de me dire, dans une zone donnée, en miles, quelle est la distance de chaque point que j'ai envoyé. Et ça, je peux le faire moi-même, je peux le développer moi-même, mais mes serveurs et mon algorithme est pas forcément hyper optimisé, ça mettra 3 minutes. Eux, ils me le sortent en 2 secondes. Il y en a d'autres, par exemple, c'est Allegolia, je ne sais pas si vous connaissez cette startup, qui est spécialiste dans la recherche sémantique dans une base de données. Comme ils savent que c'est très compliqué pour des gros e-commerce ou des choses comme ça, pour mettre en place un moteur de recherche, où on peut taper tout ce qu'on veut sans mettre de catégorie comme Google, eux, ils se sont spécialisés dans cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire qu'ils ont une base de données, ils ont surtout des super fonctionnalités de recherche dans une base de données, et vous pouvez brancher Algolia sur n'importe quel site. Genre vous, là, tous vos sites, vous pouvez brancher Algolia dessus. À chaque fois qu'il y a une entrée dans la base de données, vous rajoutez un nouveau produit, ça s'interconnecte avec l'API d'Algolia, ça crée le produit sur leur base de données, donc c'est ce qu'on appelle de la redondance. Et à chaque fois qu'il y a une recherche qui est faite sur le champ de recherche, en fait ça passe pas par vous, ça passe par Algolia, ça passe par Internet et leur API, et eux vous répondent, ok, sur la base de données que tu nous as envoyée, c'est possiblement ce produit-là qui m'intéresse, avec un taux de probabilité de 98%. Ils vous le renvoient et vous l'affichez. Vous pouvez sous-traiter maintenant n'importe quelle partie de votre business. Normalement, aujourd'hui, vous devriez développer uniquement ce qui vous est propre. Tout le reste, vous passez par des API. Et plus vous avez du fric, plus vous récupérez les trucs en interne. C'est pour ça que le lean, en fait, est vachement lié aussi à la notion d'API. Parce qu'en fait, tout a déjà été fait. Vous inventez rien. Ce qui n'a pas été fait, c'est d'attaquer votre client au niveau de l'acquisition, c'est tout. Mais au niveau fonctionnel, je pense pas, il y en a très peu qui inventent de nouvelles choses. Et après, il y a la notion de données. Quelles sont les données que vous stockez de l'autre côté? Okay, donc il y a toujours ces 3 éléments-là. Une API peut être soit tout simplement de la donnée, ce qu'on disait, de la donnée plus de la fonctionnalité. Les données, juste pour que vous le sachiez, ce terme est souvent utilisé, c'est le JSON, ou le JSON, comment les gens le disent. Avant c'était un peu l'XML, mais maintenant c'est surtout
Et ce format-là, c'est une manière d'écrire, de structurer l'information qui est échangée. Parce qu'il a fallu trouver un moyen, en fait, pour dire, un moyen, une convention, pour dire à tous les développeurs, comme les langages n'étaient pas similaires, la manière dont je code mon site internet n'est pas forcément la même entre la personne qui demande l'info et moi, la manière dont je fais mon site, il faut bien qu'il y ait quand même une convention qui est, bon, bah, les informations que je vais t'envoyer, elles sont à peu près structurées de cette manière-là. Je vais pas, si je suis anglais côté chinois, je ne vais pas écrire l'information que je vais lui envoyer en anglais, je vais trouver un langage entre les deux, qui est sans doute le latin. C'est ce qui se passe par exemple dans le cadre de la médecine. Comme le latin est une langue morte qui n'évolue plus, c'est hyper pratique de l'utiliser pour donner des noms aux choses. Parce que c'est une convention qui appartient à personne. Donc il a fallu trouver un moyen, ce qu'on appelle un format de données, c'est ça. Voilà. C'est une manière de représenter les choses. Première entrée, j'ai un menu. 2 points. J'ouvre une accolade et je la ferme ici. Dedans, je mets un premier paramètre ID. 2 points, la valeur de l'identifiant de l'élément du menu. La valeur, ben ça c'est le label qui va être écrit. Et si jamais je survole ce menu, il y a des sous-menus en dessous. Et il y en a 3. 1, 2, 3. Donc ça c'est un petit tableau. Et je mets la première. New, Open, Close. Et ça, ce qu'on est en train de voir là, c'est un menu JSON. C'est l'information en comment de structurer un menu qui peut être envoyé à n'importe qui. N'importe quel développeur peut lire ça et peut l'utiliser dans son propre code. C'est pas lié à un langage en fait. C'est juste une manière de structurer de l'info. Mais vous auriez très bien pu l'écrire en français en mettant des virgules, des alinéas, de la couleur. Vous auriez très bien pu faire un document Word avec des bullet points. C'est la même chose. Un document Word avec des bullet points ou une PowerPoint, c'est une manière de structurer de l'info, mais entre des personnes dans le domaine du marketing, on va dire, ou du commercial. Les développeurs, ils se sont trouvés leur propre langage qui permet de traiter l'info. C'est juste une convention de langage. Mais simplement, il faut... Voilà. Ça, c'est une autre manière d'écrire ce machin-là. Voilà. Ça aurait pu aussi devenir la norme. Comme ce qui s'est passé avec le Blu-ray. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une bataille au début entre deux normes. Il y avait le Blu-ray et l'HDTV ou je ne sais plus quoi. Et c'est le Blu-ray qui a gagné, de Sony. Vous savez pas pourquoi, parce que c'est du lobbying. Il y a peut-être eu un lobby du JSON un jour. Il n'y a aucune raison, simplement l'objectif c'était de créer un langage qu'on utilise, une formalisation de la donnée qu'on utilise au sein des API. Donc vous avez souvent API REST en JSON. Si vous voyez ce machin-là, maintenant vous êtes censé savoir à peu près ce que ça peut impliquer. Donc, on en revient là, et voilà comment ça se passe. On en revient après à la notion de pourquoi c'est apparu. Pourquoi on en parle autant? La vraie raison pour laquelle c'est apparu en même temps que l'iPhone à peu près, c'est la notion de cross-platform. C'est la véritable première fois où on a eu besoin d'avoir une base. Avant, on avait, au début des années 2000, on avait une base de données MySQL et un site internet. C'était la seule manière d'afficher de la data. Je ne parle pas des grands groupes et tout ça, depuis très longtemps ils ont résolu ce problème-là en créant les API. Mais pour le grand public, l'API est apparue à ce moment-là, quand un site internet avait une base de données, et l'iPhone est arrivé, et ils ont dit je dois l'afficher dans mon application mobile sur le super iPhone qui vient de sortir. Et là, ça pose un problème, c'est que l'iPhone, on était obligé de coder en Objective-C, un langage propriétaire d'Apple. Ça, je ne pouvais pas faire en PHP comme d'habitude, je ne pouvais pas réutiliser mon code source de mon site internet. Donc ça veut dire que tout d'un coup, j'avais une base de données avec tous mes articles, et je devais l'afficher sur 2 supports différents qui n'avaient pas le même langage. Et donc il est apparu un problème, c'était comment je fais communiquer deux. Et c'était même pas l'idée encore de montrer à des tiers, de donner à des tiers la possibilité de faire de l'affiliation à distance ou machin. C'était vraiment une problématique interne, dans mon propre système, où je m'en fous du reste. J'ai déjà le problème, une base de données, 2 supports différents, qui ne sont pas codés de la même manière. Et c'est ce qu'on appelle le cross-platform, le fait que votre service soit disponible sur 1, 2, 3, 4, 5 systèmes totalement séparés. Et aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué, puisque le cross-platform peut être un site internet, une web app, une application mobile, Android, iPhone, Windows, une smartwatch, tous ces trucs-là, ce qui fait que normalement, même des applications embarquées maintenant dans les drones ou même sur par exemple les voitures, vous avez des applications pour les voitures, votre service peut être présent sur 10 systèmes différents.
Et c'est pour ça que ça a commencé à venir dans le grand public, cette notion d'API. C'est-à-dire que les startups ont commencé à se dire, il faut que je trouve un moyen pour faire communiquer des systèmes en interne de ma boîte vis-à-vis de la même donnée. Et donc les développeurs ont commencé à utiliser la notion d'API. En interne, langage différent, même base de données, je dois créer une interface, je vais utiliser du JSON et je vais me baser sur du reste. Ce qui était plus facile, c'était que les deux développeurs qui développaient les deux systèmes étaient côte à côte. Développeur Android, iPhone, vous mettez le développeur qui était en charge de l'API et vous pouvez discuter ensemble. Voilà comment je vais le mettre en place, voilà comment je vais te le renvoyer. Ok, ça marche pas, tu ne m'envoies pas la bonne chose. Ah, t'as changé l'API, merde, ça marche plus de mon côté, c'était plus facile. Après, une fois qu'ils ont commencé à faire ça, ils se sont dit, oh, le coût énorme, mais j'ai un développeur qui est apparu en interne, c'est le développeur de l'API. Aujourd'hui, les développeurs de l'API sont plus importants que les développeurs de l'application mobile. Moi, je travaille pour plein de startups et tout ça. Le vrai cœur du métier, c'est l'API aujourd'hui. C'est l'argent qui est investi, c'est le back-office qui permet de gérer l'API. Ah oui, il y a une API, il y a toujours un back-office qui est associé. Le fait qu'on doit pouvoir rentrer de l'information. Par exemple, Marvel, ils ont un back-office accessible de personnes, où ils peuvent rajouter de nouveaux caractères. Ils peuvent mettre de nouvelles photos d'Iron Man, des choses comme ça. Et c'est l'API qui permet de choper ces data. Okay, et les développeurs, la plupart du temps, les développeurs Android, iPhone, tout ça, ils ne sont pas intégrés dans la startup, hein, c'est des freelances. Par contre, le cœur du métier, le nerf de la guerre, c'est l'API. Aujourd'hui, dans la structuration. Et donc, ils ont commencé à faire ça, il y a des postes qui ont apparu, API, ils se sont dit, mais ça me coûte tellement cher par rapport à avant où j'avais juste une base de données d'un site internet, retour sur investissement. Et apparu la notion de dire, maintenant que j'ai une API, peut-être que, étant donné que je suis spécialiste du référencement de contenu ou de l'analyse de contenu, peut-être que ça peut intéresser des gens en externe. Et c'est ce qu'a fait Algolia. Algolia, ils étaient spécialistes de ça, ils ont sans doute pris des doctorants spécialistes en sémantique. Ils ont commencé à faire leur truc dans leur coin, ils se sont dit, mais pourquoi je ne l'offre pas à des gens externes? Pourquoi en fait je ne donne pas cette fonctionnalité où je suis meilleur que les autres? Et comme ça me paye le poste, ça me paye mon développeur API. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Ça me coûte trop cher de supporter le cross-platform. Maintenant que j'ai mis en place un système où en interne, j'ai cette petite interface où n'importe qui peut venir s'y connecter sans que ça casse l'ensemble du système, et pourquoi pas accepter des gens tiers, des gens externes à la société. Ça a commencé comme ça. Il y a un autre truc qui est apparu au même moment dans les années 2000, c'est le JSON. Le fait que l'ensemble des développeurs, avant il y avait un énorme combat, vous l'avez peut-être pas connu, moi j'ai connu, entre le XML, l'HTML, c'était le moment où HTML5 apparaissait, et le JSON. Il y avait véritablement des luttes, des philosophies entre les développeurs. C'était pas encore posé. Dans les années 2000, il y a le JSON qui est apparu, et tout d'un coup ça a ravagé tout le truc, tout le monde s'est dit c'est tellement cool, j'ai envie d'y aller. Pourquoi? Parce que le JSON vient du JavaScript. Est-ce que c'est le moment, là vous connaissez peut-être pas ce langage, mais je pense que si. C'est un langage qui a pris énormément d'ampleur. Avant les années 2002-2003, on conseillait à n'importe quelle personne qui allait sur Internet de désactiver le JavaScript. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, ça vous dit quelque chose. Dans les années 2000, on vous disait désactiver le JavaScript parce que c'est un moyen de vous faire spammer ou des machins comme ça. Après l'apparition du JSON et des API, plus personne ne désactive le JavaScript, et il y a même des sites où on vous dit vous ne pouvez pas accéder au site, vous n'avez pas activé le JavaScript. Et c'est le moment donné aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Le Flash, vous avez entendu parler, s'est planté. Donc le JavaScript, vous regardez la courbe, ça fait exactement comme ça. Le JavaScript a remplacé le Flash, et donc tout d'un coup, ça allait à tout le monde. Mais bon, le vrai, c'est la naissance en 2002 du JSON qui a tout changé, qui a changé la donne, puisque d'un coup, tous les développeurs dans le monde entier qui étaient sur n'importe quel langage avaient enfin un format d'échange, un format de structuration de données. Ils savaient enfin comment discuter ensemble, comment structurer de la data, et que tout le monde puisse l'utiliser comme il l'entend. Lié à ce qu'on a vu au-dessus, on avait le cross-platform, qui a impliqué un retour sur investissement au sein des startups et de se dire il y a peut-être des petites miettes à récupérer. Il y a un modèle qui est apparu au même moment, le SaaS. Ça vous connaissez, ce modèle-là. Plutôt que de payer au forfait tous les mois 30 € pour avoir un serveur d'hébergement, ils se sont dit en fait on va inverser le système. Comme maintenant on a des API, et que les API c'est pas vrai qu'on ne sait pas, parce que peut-être en une journée, genre Benevolatom passe sur Télématin, et en une journée il va y avoir 100 000 personnes qui vont tomber sur ton site. Et là, ça veut dire qu'en une seule journée, Google va être appelé 100 000 fois, voire 200 000 fois, parce que la courbe va s'amuser à recharger.
Donc ça veut dire que, alors que toi tu payes un paiement au mois, 30 € par mois, bah Google son serveur va sans doute tomber à cause de toi, parce que je ne pense pas. Mais imaginons, c'est toi ton serveur qui va tomber, mais ça veut dire que pour autant leur serveur, ils vont devoir prendre une charge monstrueuse, ça va leur coûter extrêmement cher en énergie et sans doute en infogérance, mais toi tu n'auras payé que 30 € par mois. Donc le problème de l'API, c'est que comme l'interconnexion est extrêmement forte, tout ce qui se passe chez toi se passe aussi chez la personne chez qui tu es connecté. Et par exemple, Algolia, si tu utilisais Algolia pour faire de la recherche de bénévoles, il y aurait ce problème-là. 100 000 recherches chez Algolia, ils vont faire, mais c'est pas possible, tu vas faire tomber notre serveur. Donc ils ont été obligés d'inventer un nouveau système, le SaaS. Un nouveau modèle économique, plutôt que de payer sur des tranches de temps, toutes les voilà, tu peux passer tous les mois, tu payes 30 €. Ils se sont dit, bah non, on va faire payer à la requête. À chaque fois que tu appelles Algolia, tu payes. À chaque fois que tu passes par Google Maps, tu payes. C'est pour ça que souvent tu demandes un token. J'ai dû le mettre pour Google Maps. Ils traquent le nombre de fois que tu demandes. Au bout de 10 000 requêtes par jour, ils vous disent, c'est fini, vous devez passer en payant. Google fait ça. Mais il y a plein d'autres startups où ça commence dès le démarrage. À partir de 0, vous devez, à partir de 0 requête, à chaque fois que vous appelez Algolia, vous devez payer. 0,00001 centime. Mais vous payez. C'est la quantité qui compte. Et c'est bien plus rentable qu'un forfait. C'est aussi pour ça, hein. Dans les faits, vous payez bien plus comme ça que si vous payez au forfait. Donc, si vous allez négocier, c'est bien plus intéressant de négocier plutôt des gros packs, c'est-à-dire, en dessous de 100 000, je paye tant à la requête, au-dessus de 100 000, je paye tant. C'est plutôt maintenant ça, ce modèle-là. Avant, ils avaient tenté quand même de faire payer chaque requête. Maintenant, c'est plutôt des lots de requêtes. Entre 50 000 et 100 000 requêtes, vous payez tant. Au-dessus de 100 000, vous payez tant. Et au-dessus de 500 000, vous appelez notre service client. Ça se passe souvent comme ça maintenant. Vous négociez des gros deals. Et donc ce modèle-là, en fait, il vient de là. Il vient de ce principe-là, de retour sur investissement, sur l'utilisation d'appels API, comme ça. Le SaaS est apparu comme ça. Et parce qu'en fait, il y a quand même une autre innovation qui arrive au même moment, c'est le cloud. Le fait que les serveurs ne soient plus des serveurs dédiés. Avant, je dis avant, mais en fait, c'est juste que j'ai commencé très tôt à faire du développement, c'est pour ça. Je ne suis pas si loin de ça. Mais avant, on prenait c'était soit le serveur mutualisé, soit c'était des serveurs dédiés. Vous connaissez ces deux termes? Je vous dis un truc, quand vous allez sur les hébergements OVH, on vous propose hébergement mutualisé, hébergement dédié ou hébergement de type cloud. Et donc avant, on pouvait véritablement, si vous rentriez dans le data center de OVH, vous pouviez marcher avec le technicien et vous montrer exactement où se situait votre site. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout abstrait. Vous pouvez vous montrer la machine, comme un ordinateur, un PC que vous avez chez vous, un ordinateur comme ça. Vous pouvez vous montrer que votre ordinateur tourne là. Mutualisé, ça voulait dire qu'il y avait 30 sites sur le même serveur, sur la même machine qui tournait. Dédié, ça veut dire que vous aviez un seul ordi pour vous. Vous pouvez vous le montrer. Là, il y a eu un autre truc qui est apparu au même moment, c'est le cloud, sur le fait qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certains sites, exactement comme tous les autres sites, il y en a qui ont besoin de plus de ressources à certains moments et moins de ressources à d'autres. On va dire que Google, sans doute en France, la journée, il y a plus de gens que la nuit. Et donc ça ne servait à rien de faire tourner des serveurs dédiés s'il n'y avait personne dessus. Donc ils ont inventé un système qu'on appelle c'était un peu élastique, le fait de pouvoir lâcher des ressources à certains moments. Et en journée, on sait que vers midi, tout le monde se fait chier, paf, tout le monde vient sur Internet, hop, il rajoute du serveur. Donc c'est arrivé à peu près au même moment, mais c'est le fait que c'est cette notion d'élasticité des ressources. Lâcher des ressources à certains moments pour la donner à d'autres qui en ont besoin, et en reprendre quand il y a beaucoup de gens sur le serveur. Ils ont pris exactement le même modèle économique. Vous payez non pas à la requête, mais dans le cloud, on paye à la ressource. Pour chaque seconde d'énergie consommée, je paye. Ça a changé vachement de choses. Et sans ça, il n'y aurait pas le modèle des API en fait. Parce qu'il n'y aurait aucun moyen de faire un retour sur investissement sur cette API-là. Tout ça a émergé au même moment. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'en fait, si vous voulez mettre en place une API, ça veut dire que forcément il faut penser au retour sur investissement. Ça veut dire que forcément vous allez devoir réfléchir à votre modèle économique. Est-ce que vous faites payer à la ressource? Est-ce que c'est plutôt un partenariat B2B que vous faites, mais vous ne l'ouvrez pas à n'importe quel développeur? Et si jamais vous faites un hackathon et que vous avez un écosystème qui se retourne, quel est le modèle économique? Est-ce que c'est du deal? Est-ce que c'est des royalties sur l'utilisation de la vente, machin? Donc il y a véritablement, si vous mettez en place une API, il
Il faut vous dire que de votre côté, ça implique d'avoir un meilleur serveur, parce que ça veut dire qu'il y a 10 développeurs qui vont développer 10 applications, mais vous ne savez pas si lui va passer sur Télématin, ça fait péter votre serveur. Parce qu'en fait, ils appellent votre donnée à vous. Apparaît un poste d'infogérance de votre côté. Pour ça que je vous en parle, mais ça c'est le plus connu des modèles économiques. Mais bon, vous pouvez très bien avoir un modèle royalty, ça se fait aussi beaucoup. Plus ton application est installée, plus il y a de paiement de ton côté, ça nous ça rapporte 3%. Par contre, tu as accès à notre base de données comme tu l'entends. Et à nous de porter les risques que notre serveur tombe si on a trop de demandes. Donc, c'est un peu dangereux. Encore une autre raison pour laquelle les API sont apparus, c'est l'approche système d'information. Il y a à peu près 20 ans, il y a des postes qui sont apparus au sein des boîtes qui s'appellent le contrôleur de gestion. Il n'y avait pas forcément avant, il y en avait, mais ce n'était pas aussi connecté. Aujourd'hui, le contrôleur de gestion, la plupart du temps, il a à sa charge la gestion du système d'information. Moi, j'ai une pote qui est dans une boîte qui est dans le vin. Ils ont fait des activités. Le gros problème en fait de n'importe quelle boîte, un peu grosse, une PME, on va dire au-dessus de 500 personnes, c'est qu'elle passe par des acquisitions pour grossir. Et toute acquisition veut dire nouveaux process, fusion des process, fusion des équipes, redondance des équipes, ancien système qui fonctionne, multiplicité des systèmes. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Et ça a amené la nécessité en fait de synchroniser, de récupérer la data. Pourquoi? Parce que le top management demande constamment est-ce que vous pouvez faire des données, les métriques, auxquelles on a défini des KPI, où est-ce qu'on en est, des choses comme ça. De répondre, le problème c'est qu'en fait on a fait une acquisition de 6 boîtes différentes qui passent par 6 experts comptables différents et comme les règles comptables ne sont pas forcément les mêmes, et le gros problème c'est parfois c'est à l'international, les règles comptables internationales ne sont pas forcément similaires, c'est hyper compliqué de consolider les comptes. Donc en fait ils ont commencé à essayer de se dire mais en fait c'est pas possible de passer par la compta, on doit se brancher directement sur de la donnée. Et pour interconnecter tout ce bazar, ils sont passés par les API. Ça veut dire qu'en fait, ça a commencé au sein des entreprises, des grosses boîtes. Ils ont commencé à se dire, il faut qu'on fasse du contrôle de gestion, il faut qu'on fasse du monitoring au quotidien de l'ensemble de l'activité de nos boîtes. Si c'était qu'une seule boîte, ça serait simple. Dans les faits, en fait, une grosse boîte n'est jamais qu'une seule grosse boîte, mais plutôt une multiplicité de plein de petites équipes et business units qui a ses propres process pour avancer. Ça a commencé comme ça, il y a 30 ans, 20 ans, et tous ces développeurs, tous ces gens-là, toute cette philosophie-là qui est apparue, c'était la plupart du temps des SS2I qui développaient ce truc-là. On ne sait absolument pas comment mettre en place le système d'information. Il y a des questions de politique interne, on ne veut pas que ce soit tel département qui mette en place le système d'information. On va passer par des SS2I, comme ça c'est des tiers, et tant mieux, ça nous fait gagner les charges patronales. Et ils ont commencé à se mettre en place là-dedans. Et après, toutes ces personnes, tous ces directeurs techniques, tous ces juniors, dans les années 2000, ils se sont retrouvés à rentrer dans les startups. Donc ils ont commencé en fait à avoir une vision de grand groupe, de dire en fait, même si on est une startup avec 3 personnes, il faut avoir une vision modulaire. Il faut se dire qu'en fait on a des business units, et que ces business units, il faut les interconnecter ensemble. Et donc la philosophie en fait elle vient de là. Elle vient de ce principe-là de dire, on ne sait jamais avec qui on travaille, et même en interne, même à 2 personnes, on a des conventions qui peuvent être différentes. Et c'est extrêmement compliqué, et ça coûte énormément en temps et en argent, d'aligner tout le monde sur le même process. Donc comment on fait pour pallier ce problème qui est humain? C'est-à-dire on va trouver un moyen d'interfacer tout le monde. Comme ça chacun garde son système. Et on trouve un moyen de converser ensemble. Donc ça c'est la vraie raison en fait, si on revient à une raison historique de l'apparition des API. Après évidemment il y a la notion d'open source qui est apparue. Et l'open source va derrière l'open innovation. Le fait qu'en fait, c'est peut-être hyper intelligent d'utiliser la créativité des autres pour voir à quoi ça me sert d'avoir un système comme ça. Et il y a plein de fonctionnalités sur Facebook qui ont été créées dans le cadre des hackathons. Et donc comment on fait pour faire travailler des développeurs tiers, je me sers un peu de leur intelligence et je leur chope leur projet et très bien, c'est de leur donner des API. Comme ça, je leur dis, j'ai fait une API, vous pouvez taper dans ma base, et c'est ce que fait par exemple le Cdiscount, ils font souvent des hackathons. Et comme ils cherchent un moyen de survivre dans le monde hostile des e-commerce, en fait ils ont développé une API et tu peux taper dans leur API et ils ont un modèle d'affiliation, des choses comme ça. Et ils organisent plein de hackathons, ils regardent ce qui se passe et dès qu'il y a une bonne fonctionnalité, soit ils l'intègrent chez eux, soit ils achètent à l'autre. Donc ça c'est intéressant. Après je sais pas s'ils le font réellement, mais théoriquement c'est ce qu'ils feraient. Et c'est sans l'API, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait le directeur technique sur place, d'ouvrir les accès
Et le mec fait non, fais pas ça, tu vas bousiller la base. Et s'il bousille la base, ça veut dire que derrière, au niveau de ça casse le site, c'est discount. Donc il fallait aussi créer une certaine distance. Mais l'open source, c'est aussi dans la révolution de la philosophie, des paradigmes, c'est de dire en fait c'est peut-être intéressant de créer des écosystèmes de développeurs plutôt que d'avoir que des développeurs en interne. Et à découler de tout ce modèle de l'API, la question de l'open innovation. L'open innovation, enfin, il y a plein de notions dans l'open innovation, mais l'open innovation au niveau technique, ça ne peut qu'exister que grâce aux API. Donc là, c'est un facilitateur d'innovation externe. Bon, et après, il y a l'apparition de la convention RESTful dont on a parlé tout à l'heure. Le fait qu'une API est toujours structurée avec des puts, des posts, des get et des machins, ça apparaît au même moment dans les années 2000. Donc tout ça, toutes ces conditions-là, ont fait qu'aujourd'hui, les API, c'est à peu près obligatoire quand on crée une startup. Pour interconnecter les gens en interne, pour travailler sur de cross-plateformes, applications mobiles, plusieurs applications mobiles, pour monitorer les activités, les business units, et pour surtout faire des deals B2B. Parce que quand vous faites un deal B2B, la première chose, c'est discuter avec le directeur technique, tu lui expliques comment fonctionne ton API. J'ai pas l'API. Le deal est fini, hein. Alors là c'est mort tout de suite. Mais que ce soit du B2B énorme avec des grosses boîtes, ou que ce soit de l'interconnexion avec des, je sais pas, on va dire le groupe SES. Le groupe SES vous demandera direct quel est ton API. Donc c'est important de challenger de votre côté, si vous n'en avez pas. Et de savoir pourquoi vous n'en avez pas. Et quand on travaille avec des startups, nous, au niveau développement, on ne commence même pas par l'application mobile, même si elle fait des applications mobiles, on commence toujours à construire l'API d'abord. Et après, on dit à toutes les personnes qui s'interconnectent avec nous, le développeur de l'application mobile, le développeur du site internet, le développeur, voilà comment ça se passe. Mais aujourd'hui, le schéma de développement d'une startup, c'est on prototype d'abord en ligne, machin, on fait l'API, et après on décide sur quel support on va se lancer. On fait d'abord des web apps, après on transforme ça en application native, après on trouve un deal B2B avec, je sais pas, Vinci. À Vinci, je lui dis que j'ai mon API, je vais peut-être la changer un peu pour lui. Bon, pour VideoMac, vous connaissez très bien ce problématique. Paf. Maintenant, on va aller juste pour finir sur les limites. Est-ce que ça permet les limites, c'est la notion d'API externe. La grosse problématique, on l'a vu pour Twitter. Fermeture ou modification des conditions d'utilisation. Ce qui se passe là, il y a un mouvement là, en ce moment là, sur l'API Facebook qui va changer. Ça va impliquer pas mal de choses au niveau des redéveloppements du côté des applications. Ça, c'est un peu emmerdant. Si tout d'un coup, et c'est ce qui s'est passé, on va dire, dans 2010-2011, c'est, je ne sais pas si vous voyez, Loïc Lemer, il avait fait une application qui s'appelait Sismic, qui permettait de suivre l'évolution, comme TweetDeck et tout ça. Simplement, lui, il n'a pas été racheté. C'était un moment où il y avait énormément d'applications qui étaient développées sur la base de l'API Twitter. Plein d'innovations, tweet automatique, il y avait des murs, vous aviez un mur de tweets, de machin. Il y avait un moment donné où Twitter, ça venait d'apparaître, tout le monde kiffait trop ça. Et en fin de compte, au bout d'un moment, il y a eu ils ont changé les règles parce que, j'allais déjà Dorsey, comment il s'appelle le CEO de Twitter maintenant, je sais plus. Et il est parti, ils ont mis un autre CEO à la place. Ils ont fermé, ils ont changé les conditions, et ça a tué tout l'écosystème. Toutes les bases se sont fermées. Et en général, toutes ces modifications de fermeture, elles ne sont pas aussi dues à des normes, même à la légalité de la chose, ou la privacy. C'est uniquement lié à des politiques, des startups qui mettent à disposition leur API. Imagine Marvel, du jour au lendemain, il y a le directeur de la communication qui change et qui est contre la création d'écosystèmes. C'est juste une question d'ego, de politique, de décision d'actionnaire. Et c'est le plus gros problème de construire son produit sur la base d'API tierces, c'est le fait que l'API change. Vous savez que si l'API change, vous avez des coûts de maintenance qui apparaissent, vous n'avez même pas prévu le truc. Donc normalement, quand on crée une API, l'objectif c'est de changer l'API que tous les 1 à 2 ans, pour pas que l'écosystème, pour pas que ce soit trop lourd pour l'ensemble de l'écosystème de vous suivre. Mais bon, c'est uniquement lié à de la politique. Ou que la startup en face ferme. Voilà, c'est emmerdant. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler avec Google et Facebook, parce que bon, normalement ils tiennent plus de temps que les autres. Mais imaginons Algolia ferme, pour toutes les startups qui utilisent leur système d'outils de recherche, c'est un peu embêtant. Hein. Et là, il y avait un système moi j'utilisais un truc qui s'appelait Parse, qui avait été racheté par Facebook. Ça vous dit un truc? C'est une startup qui proposait justement de prototyper rapidement des API et d'en faire des applications mobiles. Donc c'était très spécialisé sur le mobile. Facebook avait racheté ce machin-là, et là en début d'année, ils l'ont fermé. Ils ont dit, tenez, on vous donne tout le code source.
Mais quand les personnes reprennent le code sous sentier de Parse, c'était hyper compliqué. Bah, toutes les personnes qui étaient basées sur Parse, fini. C'est fini. Parce qu'en fait, il y a une différence à utiliser des API dans le cadre d'un prototypage. Donc, ce que je fais par exemple pour Airtable, et je sais très bien qu'au bout d'un moment, ça va se finir. Enfin, soit ils vont fermer, soit ça va être acheté. Mais en tout cas, c'est pas sur du long terme. Et d'autres qui utilisaient Parse pour en mode c'est véritablement mon activité, c'est ma production. Et ce qui se passe pour Algolia, il y a énormément de sites qui passent par Algolia. Je crois que ça a été incubé chez The Family, il me semble. Bah, le jour où ça ferme, bah, tout le monde va devoir faire. Ok, bah, maintenant je dois développer mon propre moteur de recherche en interne alors que l'autre était extrêmement bien. Je vais devoir dépenser 30 000 € pour le faire. C'est la vraie limite en fait des API. Hein. C'est ce truc de changement, vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de contrat que vous signez avec eux, vous signez leurs conditions générales. En fait, vous ne signez pas véritablement un contrat qui vous assure que le contexte ne changera pas. Vous n'avez pas la main sur l'évolution du contexte. Le prix, bon, ça peut être aussi un autre gros problème. Le fait que bah, le prix change à la requête. Là, vous êtes un peu embêté. Le nombre de requêtes limitées. Donc c'est un peu lié. Fermeture, on en a parlé. La sécurité, propriété de l'information. Ça, c'est un autre point qui est un peu tendu. C'est le fait que si vous passez par Algolia, les données sont quand même chez Algolia. Et pas que sur notre serveur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut vérifier que le serveur n'est qu'en France. Mais la plupart du temps, Algolia, leur objectif, c'est aussi que la délivrée de l'information se fasse aussi bien en France que dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la scalabilité internationale. Le fait de délivrer rapidement du contenu. Vous savez, vous êtes sûr et certain que si vous mettez vos datas chez Algolia, allez vérifier dans les conditions, mais sans doute que les datas sont répliquées aux États-Unis et sont répliquées en Asie, dans des juridictions qui sont différentes. Donc si vous avez des datas de la propriété perso, c'est hyper compliqué de passer par des tiers. On peut savoir en fait ce que vous sous-traitez. Il faut savoir la valeur de la donnée et savoir où est-ce qu'elle se situe. Et c'est un peu compliqué quand vous passez par du tiers. Vous n'en savez rien. Il faut aller véritablement rechercher, vous allez chercher des startups qui sont spécialisées et vous dites non, nous, le déploiement sur plusieurs data centers, c'est vous qui le demandez. Et ça se fait, voilà, ça se fait, mais par contre c'est plus cher. Souvent, si vous avez des conditions, si vous utilisez des API très connues, vous n'avez aucun choix. Si vous utilisez des API qui sont spécialisées dans certaines choses, on vous assure que la protection des données se fait simplement en France, vous allez le payer cher. Ça existe. En business model, là, comme ça, on va finir là-dessus. J'en parlais tout à l'heure. Quel est l'intérêt de créer une API? La plupart du temps, c'est le pivot. La vraie raison au démarrage pour laquelle on fait des API, c'est d'une part qu'on doit faire du cross-platform en interne, donc on est un peu obligé pour que ça marche sur l'application mobile et des choses comme ça. Enfin bon, dans les faits, vous n'êtes pas obligé de faire une API. Si vous avez un site e-commerce, vous n'êtes pas obligé d'avoir une API pour lister l'ensemble des produits et faire de l'achat au sein de votre application mobile. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire des systèmes totalement séparés. Il y a simplement cette base-là qui est partagée. Mais simplement, dans les faits, c'est plus simple de maintenir une API. Et il y a beaucoup de sites e-commerce, ils ont fait un PrestaShop, ils ont fait un Magento, et ils listent automatiquement à travers l'API Magento, mais bon, ça... Bon, voilà, on parle d'un modèle théorique. Hein. On a le pivot, donc ça permet de pivoter facilement. Si je développe une API, et que je me rends compte qu'en la mettant en retour sur investissement, bah, je la mets à des développeurs tiers, et bah, eux me payent à la requête et sans doute que ça va me rapporter plus d'argent que ma propre utilisation de mon propre système. Ça arrive. Peut-être qu'Algolia, ils avaient commencé par faire un moteur de recherche internet classique, et ils ont vu qu'ils étaient très bons dans la sémantique, mais bon, ils avaient Google en concurrent. Ils ont commencé à ouvrir leur API et ils ont découvert un business model qui est devenu leur business principal. Ça arrive assez souvent, où par exemple, il peut y avoir de l'analyse d'images pornographiques. Quelqu'un qui est spécialiste dans l'analyse d'images et peut détecter facilement des trucs, des images pornographiques, bah, il va ouvrir son API à des tiers pour utiliser comme moteur de modération d'images. Et peut-être que Facebook va être son client. Il va utiliser son API, il lui envoie une image, l'API répond oui, c'est une personne à 99% sûre, nue. Et automatiquement, il va modérer. Donc, c'est un pivot possible. C'est un pivot possible et souvent c'est en parallèle. Une startup se lance, fait toujours son API à côté, essaie de la rentabiliser pour préparer le pivot futur. Autre pivot possible grâce à l'API, c'est le B2B. Si vous n'avez pas d'API, c'est difficile de partir sur le B2B. Si vous préparez une API, bah, peut-être qu'en fait, c'était pas le B2C votre métier, c'était plutôt le B2B et l'API le permet.
La spécialisation des startups, c'est ce dont on parlait, le fait de développer en interne plein de fonctionnalités pour les besoins de Village Map, et qu'il y en a une spécifiquement qui est intéressante. Au niveau de l'API, vous avez ouvert l'API, vous avez vu qu'il y avait un business model possible, bah donc vous vous spécialisez dans cette fonctionnalité-là. Donc c'est un autre business. Après, on en avait parlé en business model, il y a simplement le retour sur investissement, vous continuez à faire votre métier. Simplement, vous avez 10% de votre vous avez 10% de votre budget qui vient des gens qui utilisent votre API pour d'autres usages. C'est-à-dire que vous gardez votre business principal, vous avez ça. Et par exemple, les spécialistes là-dedans, c'est Google, mais c'est surtout Amazon. Amazon, ils ont Amazon Cloud Server, AWS. Bah, ils gagnent énormément d'argent avec ce truc-là, mais ils font bien plus d'argent avec le e-commerce que le cloud. Mais n'empêche, comme ils ont trouvé un système, ils avaient développé toute une technologie pour eux en interne, pour délivrer les images des produits dans le monde entier à la même vitesse, ils se sont dit, mais en fait, on est devenu spécialiste de ce machin-là, ça peut peut-être intéresser d'autres boîtes techno d'utiliser ça. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et tout ça, c'est Amazon, ils ont basé tout ça sur la notion d'API, la notion de modularité, la notion de SaaS. Mais ils continuent à faire leur business principal. C'est ça qui est important vraiment. Mais je pense que si on regarde AWS, c'est une des boîtes qui a marché, enfin, ils gagnent énormément d'argent là-dessus, je pense que c'est une bonne vache à lait. Mais je suppose que le business e-commerce se rapporte encore plus. Ah, autre possibilité, elles sont un peu liées, c'est les stratégies d'acquisition, les écosystèmes. Stratégie d'acquisition, Facebook, pourquoi ils font le Facebook Connect? Bah, très franchement, c'est pour acquérir de nouveaux utilisateurs. Le fait que sur n'importe quel site internet ou application, on puisse cliquer sur Facebook Connect, bah, ça crée un nouvel utilisateur pour Facebook si la personne n'est pas connectée. Donc c'est leur Facebook, pourquoi ils l'ont lancé? Pour deux raisons. Twitter, c'est bien plus pour l'écosystème, mais Facebook, c'est pour les deux. Stratégie d'acquisition, c'est rendre captif des personnes qui sont déjà sur Facebook et de se dire que c'est vraiment intéressant d'être sur Facebook parce que je peux me connecter à tous les sites grâce à Facebook. Et c'est marrant, ça fait 10 fois que je vois le bouton Facebook. Alors, les gens qui ne connaissent pas Facebook, c'est un peu bizarre, mais à l'époque, quand ils l'ont lancé, c'était bah tiens, ça fait la 10e fois que je vois le bouton Facebook, c'est bizarre, je vais cliquer dessus et je vais m'inscrire sur Facebook. Et après, j'utiliserai sur d'autres sites. Donc c'était une stratégie d'acquisition, surtout une stratégie de rétention. En effet, plus de la rétention que l'acquisition. Maintenant, c'est devenu la rétention plus que l'acquisition. Voilà. Et il y a les notions d'écosystème. Si j'ai 10 développeurs dans le monde entier qui développent 10 applications sur la base de mon API et qui développent des trucs innovants, bah, je suppose que peut-être que dans ces 10 entreprises-là, il va y avoir un succès et je vais bénéficier de son succès. Puisqu'en fait, il va driver des gens sur son app et comme ils utilisent mes données, d'une part, je vais gagner de l'argent parce qu'ils utilisent de la requête, mais en plus, ça va peu à peu faire connaître mon propre projet, mais ça veut dire à un second degré. Et la notion d'écosystème, elle est importante parce que ça veut dire que je crée des évangélistes. Je crée des personnes qui parlent de mon propre projet. Et c'est l'objectif souvent des hackathons. C'est d'une part de faire connaître sa techno, que les gens l'utilisent, de créer, de faire émerger des utilisations autres de mes données et de mes fonctionnalités, mais surtout aussi, c'est créer des évangélistes, des gens qui vont parler de mon truc. Oh, j'ai découvert un super truc ce week-end. Ça, aujourd'hui, c'est une des grosses raisons pour laquelle on fait des API aussi. Maintenant, c'est en train de vraiment grossir. Il y a les grosses boîtes qui font tous des hackathons maintenant. Toutes. Bon, business model, interconnexion privée. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu sur retour sur investissement, machin, mais c'est plus spécifique. Personne ne sait que j'ai une API. Simplement en contactant la personne, il me dit ouais, j'ai une API, mais c'est simplement sur contrat, B2B, des choses comme ça. Des interconnexions privées. Donc il y a des boîtes qui font ça pour simplement, là, ça ne leur rapporte pas d'argent, mais simplement du bénéfice d'image, du bénéfice d'écosystème, de la remontée de bugs, de la découverte de sécurité, des trucs comme ça. Là, il y a des retours sur investissement qui peut être de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires. Ça pérennise par exemple une activité au sein de l'équipe, ça peut vous payer votre infogérant, ça peut vous payer votre serveur. Il y en a d'autres, ça se spécialise, ça pivote, donc ça veut dire que ça devient leur métier de base, l'API devient leur métier de base, ils n'ont plus rien d'autre. Il y a même des startups qui se lancent en étant qu'une API, ça existe maintenant. Ils ne font que de l'API. Ils prennent 3 doctorants spécialistes dans l'analyse du langage, et ils créent une API, et ils disent à tous les développeurs, prenez notre API, amusez-vous avec. Ce qu'a fait Apple, je suppose. Regardez leur historique. L'écosystème, on en a parlé, interconnexion privée, c'est vraiment un pan très spécifique du B2B sur B2B.
Donc les cas pratiques, je vous en ai tous parlé un peu de Airtable, allez le voir. Vous allez comprendre, si vous allez maintenant sur Airtable, ce que j'utilise au quotidien pour prototyper des API, et que je vais par exemple dans Benevoleton CRM, et que je vais dans API, puisqu'on s'est amusé à le faire pour Benevoleton, vous allez comprendre maintenant normalement le premier paragraphe qui vous est affiché. Donc l'API, vous arrivez à lire d'ici ou pas? Peut-être pas. Normalement, vous allez pouvoir comprendre un peu les termes. Elle donne un accès facile pour intégrer les data à partir d'un système externe. Donc là, on a compris qu'on est un système externe, c'était nous. Et bon, on ne sait pas du tout comment ça se passe chez eux. L'API suit la REST sémantique, ce qu'on peut appeler la convention REST, et donc c'est le principe de REST. Utilise le JSON pour encoder de la donnée, donc ça c'est la formalisation de l'information, et utilise le protocole HTTP, on en a parlé la dernière fois, Hypertext Protocol, pour envoyer les informations en externe. Donc là, ce paragraphe-là, en fait, il correspond à tous les termes qu'on a utilisés. Mais normalement, maintenant, vous devriez un peu plus piner ce truc-là. En tout cas, les termes, vous voyez à quel moment ça s'intègre. Et ça, c'est un paragraphe qui est à destination uniquement des développeurs. C'est-à-dire que si je lis ça, j'ai déjà toutes les librairies prêtes, j'ai déjà tout mon code source de déjà fait, parce que je m'interconnecte tout le temps pour n'importe quel système avec 5 ou 6 systèmes tiers. Donc je connais exactement le temps nécessaire pour sa mise en place. Ce qui est important pour un directeur technique, qui est B2B, qui viendrait vous voir. Si vous lui racontez ce paragraphe-là en disant voilà ce qu'on a suivi, donc normalement si vous faites une API, vous suivez exactement ce truc-là, et vous dire ok, je sais que chez moi tu as un point de ressources de 2 jours. Donc il peut dimensionner le truc-là et vous soutenir en interne auprès de décisionnaires qui fera que ça validera votre contrat. Donc c'est important aussi de bien être didactique et surtout une API est toujours associée d'une documentation. Si vous ne faites pas de documentation, c'est vous mettre des bâtons dans les roues dans sa diffusion. D'une part pour l'externe, si vous faites de l'API publique, ou si vous devez envoyer ça à un directeur technique. C'est hyper important de bien documenter. Il y a plein de moteurs de et vous connaissez sans doute la startup qui est Vox, c'est bien un truc je pense, qui était ici, qui a traîné dans le coin pendant très longtemps, et qui maintenant grossit avec des trucs. Eux, tout leur business est basé sur les API. Sur de l'open innovation, sur l'open data, ils récupèrent de l'open data de plein de gouvernements dans le monde, de l'open data, pour les partis politiques, je pense que si on va sur le site du... On va s'amuser, on va aller sur parti socialiste. Ok. Ah, et voilà, ils en ont une. Ah oui, bah c'était la coop qui avait été créée par la Net Squad. Je sais pas si vous connaissez, une agence qui est spécialisée dans tout ce qui est gouvernement politique et tout ça. Et il y a sans doute on retourne la liste des sélections de partis d'accord. Donc là, il y a sans doute quelque chose. Maintenant, même des acteurs, c'est de l'open data. Et tout ça peut être utilisé par exemple par Vox pour matcher des programmes politiques entre deux partis sur la même thématique. Et après, Vox met à disposition une API eux-mêmes. Donc ils sont branchés des API. Et ils créent une API qui me permet d'appeler Vox pour connaître le... Je peux créer par exemple un Tinder des partis politiques et m'amuser à dire est-ce que je suis d'accord ou pas avec une décision politique, oui ou non, et j'utilise Vox. Donc Vox en fait a pour objectif de créer un écosystème des développeurs qui utilisent leur data parce qu'eux ils l'utilisent d'une certaine manière, la comparaison de partis politiques sur des thématiques qui vont me permettre de mieux sélectionner peut-être moi ce qui m'intéresse. Mais sans doute qu'en B2B, ils pourraient être intéressés pour l'ouvrir à des journalistes, sans doute, on va voir sur leur business model. Donc ça veut dire que Le Monde pourrait lister automatiquement, dès qu'ils écrivent un article sur les verts, lister automatiquement la proposition des verts sur la thématique de l'article. Ça, j'utiliserai l'API Vox. Et eux, ils font payer à la requête. Et de la même manière qu'ils pourraient utiliser un écosystème de développeurs pour utiliser d'une manière innovante leur projet. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions sur les API? Tout est là-dedans. Et vous avez des outils. Airtable, c'est pas mal pour tester. Vous avez d'autres systèmes qui vous permettent de construire des API, de prototyper des API, où vous avez API Plug,
qui est un système pour interconnecter. Vous pouvez brancher des API Google Maps, Stripe, MangoPay et je sais pas quoi, un truc de SMS, un autre truc, et vous pouvez tout construire, c'est comme des trucs de Lego, et dire si Stripe envoie ça, alors je peux demander à Google Maps la localisation de la personne, et s'il se situe à Paris, alors envoyer un SMS. C'est-à-dire qu'en fait, votre métier, ça reste juste la logique d'interconnexion. Donc c'est possible de faire ça, là vous pouvez aller voir des sites comme ça, c'est assez marrant. Bon, après ça m'amuse moins, mais pas beaucoup. Moi je trouve ça drôle. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des questions? En fait, comme il y a un vrai enjeu de sécurité quand même sur les données, puisque du coup, comme tu disais juste avant, les données, par exemple, quand tu les places à l'Oulia, c'est appartient à l'Oulia. Du coup, quand on est une entreprise, qu'on veut travailler avec un API, il y a quand même des enjeux de données privées, ce genre de choses. Eh ben, super. Enfin, de toute manière, si vous créez une boîte, normalement, vous êtes tous censés être accompagnés par un avocat spécialiste de la protection des données, qui va vous dire si, au niveau juridique, vous êtes dans les clous ou pas, et quelles informations, parce que vous devez mapper l'ensemble des informations que vous récupérez, et où se situe. Là, vous devez absolument être accompagné là-dessus, surtout que là, ça arrive assez souvent, où par exemple, il peut y avoir de l'analyse d'images pornographiques, quelqu'un qui est spécialiste dans l'analyse d'images et peut détecter facilement des trucs, des images pornographiques, bah, il va ouvrir son API à des tiers pour utiliser comme moteur de modération d'images. Et peut-être que Facebook va être son client et va utiliser son API, il lui envoie une image, l'API répond oui, c'est une personne à 99% sûre, nue. Et automatiquement, ils vont modérer. Donc, c'est un pivot possible, et souvent c'est en parallèle. Une startup se lance, fait toujours son API à côté, essaie de la rentabiliser pour préparer le pivot futur. Autre pivot possible grâce à l'API, c'est le B2B. Si vous n'avez pas d'API, c'est difficile de partir sur le B2B. Si vous préparez une API, bah, peut-être qu'en fait c'était pas le B2C votre métier, c'était plutôt le B2B et l'API le permet. La spécialisation des startups, c'est ce dont on parlait, le fait de développer en interne plein de fonctionnalités pour les besoins de Village Map, et qu'il y en a une spécifiquement qui est intéressante. Au niveau de l'API, vous avez ouvert l'API, vous avez vu qu'il y avait un business model possible, bah donc vous vous spécialisez dans cette fonctionnalité-là. Donc c'est un autre business. Après, on en avait parlé en business model, il y a simplement le retour sur investissement, vous continuez à faire votre métier. Simplement, vous avez 10% de votre vous avez 10% de votre budget qui vient des gens qui utilisent votre API pour d'autres usages. C'est-à-dire que vous gardez votre business principal, vous avez ça. Et par exemple, les spécialistes là-dedans, c'est Google, mais c'est surtout Amazon. Amazon, ils ont Amazon Cloud Server, AWS. Bah, ils gagnent énormément d'argent avec ce truc-là, mais ils font bien plus d'argent avec le e-commerce que le cloud. Mais n'empêche, comme ils ont trouvé un système, ils avaient développé toute une technologie pour eux en interne, pour délivrer les images des produits dans le monde entier à la même vitesse, ils se sont dit, mais en fait, on est devenu spécialiste de ce machin-là, ça peut peut-être intéresser d'autres boîtes techno d'utiliser ça. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et tout ça, c'est Amazon, ils ont basé tout ça sur la notion d'API, la notion de modularité, la notion de SaaS. Mais ils continuent à faire leur business principal. C'est ça qui rapporte vraiment. Mais je pense que si on regarde AWS, c'est une des boîtes qui a marché, enfin, ils gagnent énormément d'argent là-dessus, je pense que c'est une bonne vache à lait. Mais je suppose que le business e-commerce se rapporte encore plus. Ah, autre possibilité, elles sont un peu liées, c'est les stratégies d'acquisition, les écosystèmes. Les stratégies d'acquisition, Facebook, pourquoi ils font le Facebook Connect? Bah, très franchement, c'est pour acquérir de nouveaux utilisateurs. Le fait que sur n'importe quel site internet ou application, on puisse cliquer sur Facebook Connect, bah, ça crée un nouvel utilisateur pour Facebook si la personne n'est pas connectée. Donc c'est leur Facebook, pourquoi ils l'ont lancé? Pour deux raisons. Twitter, c'est bien plus pour l'écosystème, mais Facebook, c'est pour les deux. Stratégie d'acquisition, c'est rendre captifs des personnes qui sont déjà sur Facebook, et de se dire que c'est vraiment intéressant d'être sur Facebook parce que je peux me connecter à tous les sites grâce à Facebook. Et c'est marrant, ça fait 10 fois que je vois le bouton Facebook. Alors les gens qui ne connaissent pas Facebook, c'est un peu bizarre, mais à l'époque, quand ils l'ont lancé, c'était bah tiens, ça fait la 10e fois que je vois le bouton Facebook, c'est bizarre, je vais cliquer dessus et je vais m'inscrire sur Facebook. Et après, j'utiliserai sur d'autres sites. Donc c'était une stratégie d'acquisition, surtout une stratégie de rétention. En effet, plus de la rétention que l'acquisition. Maintenant, c'est devenu la rétention plus que l'acquisition. Voilà. Et il y a les notions d'écosystème. Si j'ai 10 développeurs dans le monde entier qui développent 10 applications sur la base de mon API et qui développent des trucs innovants, bah, je suppose que peut-être que dans ces 10 entreprises-là, il va y avoir un succès et je vais bénéficier de son succès.
puisqu'en fait il va driver des gens sur son app, et comme ils utilisent mes données, d'une part je vais gagner de l'argent parce qu'ils utilisent la requête, mais en plus ça va peu à peu faire connaître mon propre projet, mais ça veut dire à un second degré. Et la notion d'écosystème elle est importante parce que ça veut dire que je crée des évangélistes. Je crée des personnes qui parlent de mon propre projet. Et c'est l'objectif souvent des hackathons. C'est d'une part de faire connaître cette techno, que les gens l'utilisent, de créer, de faire émerger des utilisations autres de mes données et de mes fonctionnalités, mais surtout aussi c'est créer des évangélistes, hein, des gens qui vont parler de mon truc. Oh, j'ai découvert un super truc ce week-end. Ça aujourd'hui c'est une des grosses raisons pour laquelle on fait des API hein, aussi. Non, c'est en train de vraiment grossir. Les grosses boîtes font tous des hackathons maintenant. Toutes. Bon, business model, interconnexion privée. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu sur ressources investissement, machin, mais c'est plus spécifique. Personne ne sait que j'ai une API. Simplement en contactant la personne, il me dit ouais j'ai une API, mais c'est simplement sur contrat, B2B, des choses comme ça. Des interconnexions privées. Donc il y a des boîtes qui font ça pour simplement, là, ça ne leur rapporte pas d'argent, mais simplement du bénéfice d'image, du bénéfice d'écosystème, de la remontée de bugs, de la découverte de sécurité, des trucs comme ça. Là, il y a des retours sur investissement qui peuvent être de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires. Ça pérennise par exemple une activité au sein de l'équipe, ça peut vous payer votre infogérant, ça peut vous payer votre serveur. Il y en a d'autres, ça se spécialise à pivot, donc ça veut dire que ça devient leur métier de base, l'API devient leur métier de base, ils n'ont plus rien d'autre. Il y a même des startups qui se lancent en étant qu'une API, ça existe maintenant. Ils ne font que de l'API. Ils prennent 3 doctorants spécialistes dans l'analyse du langage, et ils créent une API, et ils disent à tous les développeurs, prenez notre API, amusez-vous avec. Ce qu'a fait Algolia, je suppose. Regardez leur historique. Écosystème, on en a parlé, interconnexion privée, c'est vraiment un pan très spécifique du P2O sur B2B. Donc les cas pratiques, je vous en ai tous parlé un peu de Airtable, allez le voir. Vous allez comprendre, si vous allez maintenant sur Airtable, ce que j'utilise au quotidien pour prototyper des API, et que je vais, par exemple dans Benevolatom CRM, et que je vais dans API, puisqu'on s'est amusé à le faire pour Benevolatom, vous allez comprendre maintenant normalement le premier paragraphe qui vous est affiché. Donc l'API, vous arrivez à lire d'ici ou pas? Peut-être pas. Donc normalement vous allez pouvoir comprendre à peu près un peu les termes. Elle donne un accès facile pour intégrer de les data à partir d'un système externe. Donc là, on a compris qu'on est un système externe, c'était nous. Et bon, on ne sait pas du tout comment ça se passe chez eux. L'API suit la REST sémantique, ce qu'on peut appeler la convention REST, et donc c'est le principe de REST. Utilise le JSON pour encoder de la donnée, donc ça c'est la formalisation de l'information. Et utilise le protocole HTTP, on en a parlé la dernière fois, hypertext protocole, pour envoyer les informations en externe. Donc là, ce paragraphe-là, en fait, il correspond à tous les termes qu'on a utilisés. Mais normalement, maintenant, vous devriez un peu plus piner ces trucs-là. En tout cas, les termes, vous voyez à quel moment ça s'intègre. Et ça, c'est un paragraphe qui est à destination uniquement des développeurs. C'est-à-dire que si je lis ça, j'ai déjà toutes les librairies prêtes. J'ai déjà tout mon code source de déjà fait, parce que je m'interconnecte tout le temps pour n'importe quel système avec 5 ou 6 systèmes tiers. Donc je connais exactement le temps nécessaire pour sa mise en place. Ce qui est important pour un directeur technique, qui est B2B, qui viendrait vous voir. Si vous lui racontez ce paragraphe-là en disant voilà ce qu'on a suivi, donc normalement si vous faites une API, vous suivez exactement ce truc-là, et vous dire ok, je sais que chez moi tu as un point de ressources de 2 jours. Donc il peut dimensionner le truc-là et vous soutenir en interne auprès de décisionnaires qui fera que ça validera votre contrat. Donc c'est important aussi de bien être didactique et surtout une API est toujours associée d'une documentation. Si vous ne faites pas de documentation, c'est vous mettre des bâtons dans les roues dans sa diffusion. D'une part pour l'externe, si vous faites de l'API publique, ou si vous devez envoyer ça à un directeur technique. C'est hyper important de bien documenter. Il y a plein de moteurs, et vous connaissez sans doute la startup qui est Vox, c'est bien un truc je pense, qui était ici, qui a traîné dans le coin pendant très longtemps, et qui maintenant grossit des trucs. Eux, tout leur business est basé sur les API.
sur de l'open innovation, sur l'open data, il récupère de l'open data de plein de gouvernements dans le monde, de l'open data pour les partis politiques. Je pense que si on va sur le site du... Alors on va s'amuser, on va aller sur le parti socialiste. Ok. Ah, et voilà, ils en ont une. Ah oui, bah c'était la coop qui avait été créée par la Net Squad. Je sais pas si vous connaissez, une agence qui est spécialisée dans tout ce qui est gouvernement politique, tout ça. Et il y a sans doute on retourne la liste des sélections de partis, d'accord. Donc là, il y a sans doute quelque chose. Maintenant, même des acteurs, c'est de l'open data. Et tout ça peut être utilisé par exemple par Vox pour matcher des programmes politiques entre deux partis sur la même thématique. Et après, Vox met à disposition une API eux-mêmes. Donc ils sont branchés à des API. Et ils créent une API qui me permet d'appeler Vox pour connaître Je peux créer par exemple un Tinder des partis politiques et m'amuser à dire est-ce que je suis d'accord ou pas avec une décision politique, oui, non, et j'utilise Vox. Donc Vox en fait a pour objectif de créer un écosystème des développeurs qui utilisent leur data parce que eux ils l'utilisent d'une certaine manière, la comparaison de partis politiques sur des thématiques pour me permettre de mieux sélectionner peut-être moi ce qui m'intéresse. Mais sans doute qu'en B2B, ils pourraient être intéressés pour l'ouvrir à des journalistes, sans doute, ce qu'on va voir sur leur business model. Donc c'est-à-dire que le Monde pourrait lister automatiquement, dès qu'ils écrivent un article sur les Verts, lister automatiquement la proposition des Verts sur la thématique de l'article. Ça, j'utiliserai l'API Vox. Et eux, ils font payer la requête. Et de la même manière, tu pourrais utiliser un écosystème de développeurs pour utiliser d'une manière innovante leur projet. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions sur les API? Tout est là-dedans. Et vous avez des outils, Airtable c'est pas mal pour tester, mais vous avez d'autres systèmes qui vous permettent de construire des API, de prototyper des API, où vous avez API Plug, qui est un système pour interconnecter, vous pouvez brancher des API Google Maps, Stripe, MongoPay et je sais pas quoi, un truc de SMS, un autre truc, et vous pouvez tout construire, c'est comme des trucs de Lego, et dire si Stripe envoie ça, alors je veux demander à Google Maps la localisation de la personne, et s'il se situe à Paris, alors envoyer un SMS. C'est-à-dire qu'en fait, votre métier, ça reste juste la logique d'interconnexion. Donc c'est possible de faire ça, là vous pouvez aller voir des sites comme ça, c'est assez marrant. Bon après ça m'amuse moins, mais pas beaucoup. Mais moi je trouve ça drôle. Et puis, Paul, est-ce que vous avez des questions, des questions? En fait, comme il y a un vrai enjeu de sécurité quand même sur les données, puisque du coup, comme tu disais juste avant, les données, par exemple, quand tu les passes à Google, ça appartient à Google. Et du coup, quand on est une entreprise, qu'on veut travailler avec un API, il y a quand même des enjeux de données privées, ce genre de choses. Eh bah, super. Enfin, de toute manière, si vous créez une boîte, normalement, vous êtes tous censés être accompagnés par un avocat spécialiste de la protection des données, qui va vous dire si, au niveau juridique, vous êtes dans les clous ou pas. Et quelles informations, parce que vous devez mapper l'ensemble des informations que vous récupérez et où se situe. Là, vous devez absolument être accompagné là-dessus. Surtout que là, il y a une nouvelle loi européenne qui vient de passer, il me semble, ou qui va passer ou qui est passée il y a quelques mois, qui durcit énormément toute la question des données personnelles. Donc là, c'est. L'API, en fait, que ce soit pour l'API ou pas, d'ailleurs, il faut absolument savoir ce que vous avez sur vos serveurs. Et si vous avez des choses sur vos serveurs, la certification que vous avez besoin d'avoir au niveau sécurité. Parce qu'il y a des spécialistes qui sont certifiés par l'État pour avoir un degré numéro 3 en sécurité sur le serveur. Peut-être que vous allez devoir prendre obligatoirement de l'infogérance parce que vous avez des infos liées aux enfants, j'en sais rien. Par exemple, ce qui est le plus connu, c'est les informations santé. Où je suppose que par exemple, c'était Chantier Passerelle qui travaille avec des personnes en réinsertion un peu suite à condamnation judiciaire. C'est Chantier Passerelle, il me semble. Je sais plus. Mais je suppose que eux, ils ont des informations juridiques sur la question pénale ou des choses comme ça. Je suppose qu'ils ont dû aussi faire certifier leur serveur ou mettre en place des process ou des choses, des protocoles internes sur ce sujet. Mais bon, en tout cas, dès que vous avez une start-up, normalement, vous devez faire auditer votre projet auprès d'un avocat spécialiste du domaine qui va vous dire ça, c'est un peu embêtant de le mettre en API si vous n'avez pas forcément le droit, ou si jamais vous le faites, vous devez demander l'autorisation à l'utilisateur. Mais je suis d'accord sur le fait que les API vont devenir de plus en plus contraignantes
Et sans doute que vous n'allez pas avoir accès à toutes les infos parce qu'on ne va pas vouloir vous en donner certaines, des choses comme ça. Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. C'est une question, si tu as des retours d'expérience sur le trade-off entre ouvrir sa base de données pour donner un trafic et la visibilité. Ouais. Et en même temps, à l'inverse, ils ont dilué la marque, puisqu'on s'insère dans une application d'un partenaire. Est-ce que tu as en tête de bonnes pratiques pour un peu optimiser justement Je dirais que en fait, ça dépend totalement du business model, parce que là, ça se mélange un peu avec la notion de marque blanche. Ouais. Et par exemple, je sais pas, quand tu vas sur pas mal de sites, tu vois, alors là je le vois beaucoup en ce moment parce qu'Algolia, je pense qu'ils ont fait une belle levée dernièrement, donc ils sont en train de devenir extrêmement agressifs. Tu vois le logo Algolia à côté des champs de recherche. Tu le vois apparaître. Donc je pense que ça dépend totalement de la politique interne et qu'il y a tous les modèles. C'est une négo au cas par cas, c'est la question de est-ce que tu veux faire perdurer ta marque ou pas. Et je pense qu'en fait, il y a un peu de tout, il y a un peu de tous les modèles. Et que l'objectif, quand tu crées une API, c'est le fait que tu sois toujours meilleur que la personne qui t'utilise au niveau de ce que tu lui proposes. C'est-à-dire que si toi, tu as une sacrée base de data sur la notion des commerçants, sur les produits hipster, bah, si tu veux pas que la personne, si elle utilise ta fonctionnalité, son objectif à elle, sa stratégie à elle, c'est soit tu lui fais des prix incroyables et tu as signé un contrat avec elle, donc elle sait qu'elle peut continuer dans le temps avec toi, soit c'est de te remplacer par un système interne à elle. Enfin, de redévelopper ton truc. Donc si tu restes constamment le meilleur en acquisition de nouveaux commerçants, bah, elle va jamais pouvoir te remplacer en fait. Même si elle redéveloppe ta fonctionnalité, de pointer sur une map et de faire de l'achat et de la livraison, elle aura du mal à te remplacer. De la même manière que une fonctionnalité comme Algolia pour de l'analyse sémantique de texte et machin, bah, sans doute qu'ils sont constants. J'aimerais bien voir leur budget en recherche de développement. Je pense qu'il doit être assez conséquent. Parce que ça veut dire que je ne pourrais jamais les rattraper, je serais tout le temps en train de me dire mais si je redéveloppe Algolia, ils sont... de toute manière je le redévelopperai au même niveau qu'aujourd'hui, je vais redispatcher après mes investissements pour retravailler sur autre chose, et eux ils continueront spécifiquement sur la recherche. C'est pour ça que c'est intéressant aussi quand on pose une API, de se dire je fais une API généraliste qui permet à des gens de s'interconnecter avec moi, en limitant ou pas ceux à quoi ils ont accès. Et après, quand tu veux véritablement faire ton business, genre l'API, je me rends compte qu'il y a une réalité derrière, c'est de te dire en fait quelle est ma spécialité, et c'est de tout investir là-dedans. Sinon tu te feras prendre de vitesse par un acteur qui va te siphonner ton truc, et finalement ils n'auront plus besoin de toi. En fait. Mais c'est un sujet, sur la question de la marque est un sujet en soi, et je pense qu'Algolia le font très bien. Parce que tu le vois tout le temps la marque Algolia. C'est fini, ouais. Je sais que c'est tout le temps que ça. Et vous avez d'autres questions? Ça vous a un peu éclairé sur la notion d'API, donner des petites briques. Il faut vraiment repenser à chaque fois à cette histoire du resto, c'est hyper important. De savoir qui vous êtes, comment ça se passe. Il faut vous dire qu'un développeur, la plupart du temps, a le droit d'aller au comptoir. Salut, ça. Et là, globalement, c'est vraiment dans la notion d'écosystème, c'est important de se le dire. Le développeur n'est pas un client comme les autres. C'est vraiment quelqu'un, c'est le fournisseur un peu. C'est ah salut, merci pour les légumes, c'est ça, c'est sympa. Il y a des agences, de relations développeurs, ça existe. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les développeurs, en fait, tout le monde se les chope. Donc s'il intègre votre technologie, un développeur, c'est pour ça que c'est important pour vous d'aller au sein des écoles pour diffuser votre message. Parce que s'ils vous connaissent et s'ils ont déjà utilisé votre API, une fois qu'ils sont rentrés dans une startup, ils vous recommanderont parce qu'ils auront déjà développé des trucs pour vous. Enfin, ils auront déjà développé des briques, ils vous connaîtront. Donc ça, c'est toute une stratégie, mais un peu long terme, 1, 2, 3 ans. C'est il y a maintenant un nouveau pan qui s'appelle les relations développeurs. Et si vous avez une stratégie comme ça d'interconnexion avec d'autres, parce que vous voyez qu'il va y avoir des synergies ou du B2B, c'est important parce que ça veut dire que vous commencez à placer des pions au sein des autres boîtes. Ça vous permet en fait peu à peu qu'ils mettent en avant d'autres technos. Donc d'aller commencer à faire des hackathons au sein des écoles. C'est assez intéressant. Si on regarde le défi Cisco, si vous voulez, si on regarde véritablement la stratégie, c'est pas si loin. Parce que Cisco c'est quand même un Rolls-Royce des produits pour les data centers. Et donc il y a tout un enjeu, c'est de se dire au sein des boîtes, si jamais il y a un appel d'offres au niveau Cisco, bah, si j'ai participé à un difficile. Enfin, maintenant les grosses boîtes techno commencent à faire ça.
Ils créent des communautés très très tôt au sein des écoles parce qu'ils savent que ça va se diffuser au sein des boîtes et que les appels d'offres c'est au sein des grosses boîtes. C'est intéressant, ça rejoint après d'autres choses derrière. Voilà. Bon. Merci. Merci.